Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est 14 heures, on va pouvoir commencer. Je m'appelle Louis Baron, je suis chargé de projet Coréade et j'anime aujourd'hui ce webinaire. Merci d'avoir répondu présent et très nombreux visiblement à ce webinaire sur le thème addiction du sujet âgé. Nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Pascal Ménessier, qui est addictologue, praticien hospitalier et gériatre. Nous le remercions d'avoir accepté notre invitation. Quelques explications sur le fonctionnement avant de laisser la parole. Donc, on est au format webinaire. Euh, Ce qui signifie que les micros sont coupés, mais et que vous ne pouvez pas intervenir oralement. Cependant, vous pouvez vous exprimer via le chat, qui est représenté par l'icône d'une bulle en bas de votre écran. Ce chat vous permettra de poser vos questions tout au long de l'intervention. Mes collègues et moi-même, on fera une synthèse de vos questions pendant la pause, et je les soumettrai lors de la dernière partie qui nous mènera à la fin de ce webinaire. Il y a certains d'entre vous qui ont déjà fait part de leurs questions avant, on les a aussi récupérées, puis on les posera durant la deuxième partie. Parce qu'on va commencer par une première partie qui sera une présentation d'environ 50 minutes. Ensuite, on fera une courte pause d'environ 10 minutes qui laissera ensuite la deuxième partie sur les questions, ce que je vous le disais avant. Pendant la pause, il y aura un questionnaire d'évaluation qui apparaîtra, ainsi qu'un autre qui permettra de recueillir vos attentes pour pour le prochain webinaire. Donc, merci avant de vous déconnecter d'y répondre. Euh, Quelques informations complémentaires. Si vous souhaitez être informé de l'ensemble de nos formations et de l'actualité de la Coréade, vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter. Vous trouverez également dans le chat le formulaire d'adhésion à la Coréade. Si vous le souhaitez nous soutenir à titre individuel, il me semble que la cotisation annuelle est de 10 euros. Encore une information, notre prochaine formation, euh, le prochain rendez-vous de la Coréade, ce sera le jeudi 4 avril 2024 et ça abordera le sujet des conduites addictives et de la santé au travail. Ça sera présenté par le docteur Benoît Fleury et le docteur Corinne Dano. Je vais maintenant laisser la parole au docteur Ménessier qui va nous faire part de sa présentation et nous présenter son diaporama. Donc bonjour, merci de me donner la parole et de m'accueillir parmi vous, même de loin. Moi, je suis au sud de la Bourgogne, vous êtes dans le Bordelais, bon, pas de commentaires. J'essaierai de rester dans le timing pour aborder la question des addictions du sujet âgé, puis élargir un peu le propos, non pas du sujet, mais pour considérer plus globalement ce qu'est ou ce qu'est pas la vieillesse et puis aussi, où commencent et où finissent les addictions, et ça peut amener à discussion. Ensuite, eh ben, on aura un temps d'échange et j'essaierai d'apporter l'éclairage que je peux. Vous m'avez déjà présenté, donc moi je suis médecin hospitalier, je travaille aujourd'hui uniquement en addictologie. Historiquement, depuis une trentaine d'années, j'ai travaillé moitié en gériatrie, moitié en addictologie, une grande période en EHPAD. Ensuite, je me suis occupé d'une consultation mémoire pendant 15 ans, donc je me suis aussi occupé de troubles cognitifs en général et troubles cognitifs liés à l'alcool notamment. Et puis voilà, et puis j'ai un parcours aussi en psychologie de la santé. Le but, c'est pas de me présenter pendant trop longtemps. Ce que je vais vous dire, et il y a une diapo et vous partagerez comme vous voudrez le diaporama par la suite. Il y a une diapo à la fin avec quelques références. L'essentiel de ce que je vais vous présenter, ben, c'est contenu dans un chapitre qui est sorti en octobre dans le dernier traité des addictions historiquement de Michel Reynaud, dont la dernière version a été refaite par Michel Lejoyeux. Donc le chapitre 39, c'est ça. Assez concordant puisque c'est le même auteur, donc on devrait y arriver. Sur les questions d'alcool, je ne peux que promouvoir et rappeler l'existence de la SFA, la Société française d'alcoolologie, dans son site de la partie alcool conso sciences, où il y a tout un chapitre sur alcool et vieillissement, et puis quelques références en librairie ou d'autres choses, mais ça, le but, c'est pas non plus de faire de la pub. Je suis parti, on est d'accord? On y va au fil de l'eau et on finit à 3h moins 5 pour qu'il y ait la pause. C'est ça, exactement. Euh, Addiction du sujet âgé, et c'est pour ça que je disais que mon propos risque de s'élargir un tout petit peu. Déjà, c'est pas un sujet trop habituel puisque soit ils sont tous morts avant, soit on veut pas
les voir, soit je ne sais pas quoi, on essaiera de détailler tout ça. Et puis, malgré tout, dans cette question, et c'est ce que je vais essayer d'aborder dans un premier temps, il y a la difficile définition de la vieillesse. On est toujours le vieux de quelqu'un et qu'à 95 ans, on a aussi des personnes âgées qui nous expliquent que leur environnement plus âgé ne leur convient pas et qu'ils aimeraient mieux rester dans leur jeunesse. Voilà, toute cette notion relative. Et puis la question de l'addiction, tarte à la crème depuis un grand moment. Alors je crache pas dans la soupe en tant qu'addictologue, mais on finit par mettre tellement de choses sous la notion d'addiction, tellement de notions différentes, que j'essaierai de revoir un peu et sans forcément m'enfoncer dans la terminologie, d'élargir le propos, puis de voir quand est-ce qu'on parle d'addiction, de dépendance, de troubles de l'usage, de mésusage, d'usage à risque. Enfin, vous voyez tout ce que un certain nombre de vous connaissent, mais que je remets un tout petit peu en perspective parce que en fonction des âges, on n'a pas toujours le même regard sur la consommation, l'usage d'une substance ou une pratique. Parler de la vieillesse, ben, première idée, quand est-ce qu'on commence à être vieux? Bonne question. Les vieux toxicomanes tels que ça apparaît dans la littérature nord-américaine commencent en gros à 40-50 ans et ceux qui sont âgés comme moi se rappellent des ravages des épidémies virales, notamment du VIH et de la réduction de l'espérance de vie, qui est toujours là pour d'autres raisons, hein, chez les usagers d'opioïdes et d'autres substances illicites. Mais voilà, donc cette notion de vieillesse à partir de 40 ou 50 ans, les 55 plus, comme ils ont été dénommés au Québec à un moment donné, les euphémisations ou les propos un peu génériques quand on veut pas appeler un vieux et qu'on l'appelle senior, plus âgé ou ce qu'on voudra. D'où ma référence en haut à droite pour ceux qui connaissent son Géronto, un bouquin de Jérôme Pellissier à l'époque qui s'appelait La nuit, tous les vieux sont gris, et surtout le sous-titre qui n'est pas là, mais c'était, si on le dit, c'est parce que c'est pas vrai, mais qu'on n'arrive déjà pas à parler, à utiliser des termes courants, de parler et de nommer un vieux un vieux. Donc on est toujours dans. Et puis quand on travaille en géronto et qu'on travaille en EHPAD ou avec des populations âgées, pour le coup, les tranches d'âge, moi, il y a 30 ans, quand je travaillais ma thèse, où il y a même un peu plus de médecine, on parlait des plus de 75 ans, on commence à arriver aux plus de 85 ans, voire aux plus de 90 ans, et puis les sous-catégorisations des centenaires, enfin, voilà. Notion relative de la vieillesse et difficulté à les nommer. Deux idées que vous connaissez peut-être, mais que je voudrais quand même rappeler, c'est que vieillir, c'est certes l'effet du temps qui passe, mais c'est pas que ça. D'abord, il y a plusieurs modes de vieillissement, dont des repères habituels qu'on peut utiliser. Soit le vieillissement en soi, per se, quand on veut faire latiniste, c'est-à-dire que l'effet de l'avancée en âge. Il y a les notions de vieillissement accéléré par des facteurs extrinsèques ou des expositions à des toxiques ou à des polluants, et là on peut prendre tous les exemples qu'on veut, y compris vieillissement cutané et exposition solaire. Et puis le troisième mode de vieillissement, c'est ce qu'on appelle le vieillissement pathologique, c'est-à-dire que quand on vieillit avec une maladie chronique, et là ça fait déjà trois registres différents. Vieillir avec une maladie de Parkinson, une maladie d'Alzheimer ou une autre maladie chronique quelle qu'elle soit, amène à des particularités cliniques, physiologiques et pathologiques de vieillissement qui ne sont pas les mêmes que les autres modes. Donc, la vieillesse, c'est pas qu'un grand sac qui englobe tout. Je joue parfois à rappeler aux jeunes étudiants qu'il y a le même nombre d'années entre 20 et 60 qu'entre 60 et 100, qu'on n'imaginerait pas résumer tous les adultes sous le même vocable et que la communication à des 20-25 ans soit la même qu'à des 50-60 ans. Dans la vieillesse, ça vaut peut-être la peine aussi de se donner des points de repère et ajuster un peu les approches et les discours en fonction de ce qui a pu être appelé les âges de la vieillesse. Une autre idée, c'est de dire que le vieillissement, ça concerne le corps, mais ça concerne l'esprit. Et c'est toute la question du travail psychique. Alors, on ira très vite, il y a plein de références, il y a plein de textes.
Je rappelle Gérard Le Goès pour les plus anciens comme moi qui ont aussi des références un peu psychodynamiques, mais il n'y a pas que lui qui a écrit là-dessus. Et de se dire qu'à côté des différents modes de vieillissement physique, physiologique ou pathologique, il y a le travail psychique du vieillissement, l'acceptation, l'adaptation, la non-acceptation et les différentes euh, réactions, compromis, défenses ou ajustements que le psychisme peut faire, j'allais dire, en regard de ce vieillissement. Juste à ce moment-là, dans les modalités d'expression, peuvent apparaître des choses dont on parle souvent, des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, et après, on ne va pas rentrer dans les débats de ce qui est organique ou pas dans les troubles cognitifs, et la psychodynamie des maladies d'Alzheimer ou des démences, comme on en parlait à l'époque, mais c'est comment des consommations de substances peuvent apparaître à un moment donné ou à un autre comme réponse dans ce contexte ou tentative de réponse, tout en se méfiant des résumés un peu trop rapides de causalité, de se dire, voilà, j'ai trouvé pourquoi il y a une surconsommation ou tel mode de relation à un produit. Bon. Mon but, c'est pas de vous noyer, mais déjà d'élargir un peu le propos du vieillissement. Dire aussi que le vieillissement est rarement abordé de manière très positive. La notion classique qu'on essaie d'abandonner de ses naissances renvoyait à la gaucherie, à, au latin sénestre et à la manière dont on ne pouvait, enfin, le vieillissement était envisagé que négativement. Il n'empêche que, bien qu'on cherche de toutes les manières comment on s'améliore en vieillissant, la réalité fait qu'il y a plus de pertes, d'aménagements, de changements négatifs que d'amélioration au fil des décennies, au-delà du milieu de l'âge adulte. Donc, ça fait partie d'une réalité avec laquelle toute personne qui continue à vivre est obligée de composer. Puisque le seul moyen de ne pas vieillir, jusqu'à présent qu'on ait pu trouver, c'est pas de la provocation, c'est de mourir jeune. Il n'y a que ceux qui meurent jeunes qui vieillissent pas. Aussi idiot que semble le concept, l'idée, c'est pas de faire de la pure provocation, c'est de se rappeler qu'à un moment donné, autour de vieillissement, apparaît ou réapparaît la question de la confrontation à la mort. J'ai mis ces petites images où il y a Dali avec cette représentation de la mort et la citation de Jean Maisondieu sur la pulsion de vie, pulsion de mort. Mais il n'empêche que ça fait quand même partie des éléments qui sont associés au vieillissement et qu'on convoquera à un moment donné pour essayer de voir comment la question des addictions, et d'emblée, quand on parle d'addiction, je prends Google et je sors tout ce qui apparaît, ce qui ne correspond pas aux représentations que peuvent en avoir les patients, les usagers qu'on rencontre, mais qui sont quand même une des particularités en addictologie, de savoir que sous le même terme, on retrouve aussi bien ça que la réalité souffrante des patients qu'on rencontre. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, plus les difficultés autour de désignation et de l'approche de la vieillesse, un certain nombre d'obstacles et de difficultés ou de grains de sable qui, au bout d'un moment, finissent par faire quand même un peu des dunes et des montagnes, sont là pour aborder ces questions. Tout comme j'ai essayé de vous parler de vieillissement, je donnerai quand même juste une toute petite idée sur la notion d'addiction. Alors certes, terme bien à la mode. Bien entendu, je vais pas scier la branche sur laquelle je suis assis en tant qu'addictologue, mais on finit par tout nommer addiction, y compris les choses qui n'ont rien à voir avec notre domaine de la santé, puisqu'on intervient, j'allais dire, globalement, grossièrement les uns les autres dans le domaine de la santé, quel qu'il soit, de l'aide aux personnes, mais que pour arriver à la notion d'addiction qui est un peu la situation extrême par rapport à un comportement, une pratique ou un usage de substance, il y a quand même tout un panel de situations qu'il ne faut pas négliger qui partent de l'usage ou pas l'usage, la pratique ou pas la pratique, la surconsommation, la notion d'abus qu'on n'utilise plus depuis qu'on n'utilise plus le DSM-4, mais qui terminologiquement, avec le poids des mots en français, était quand même présent,
Je me suis autorisé à rappeler la question d'automédication parce que malgré tout, quand on parle de médicaments, de sujets âgés, de conduite potentiellement addictive ou trouble de l'usage, ça vaut quand même la peine de différencier le tout. On en touchera peut-être un tout petit mot sur les médicaments. De surdose, pour utiliser les termes français, de tous les binges qu'on trouve de droite et de gauche et des consommations aiguës qui sont décrites comme des pratiques adolescentes, mais autour desquelles on retrouve plein de publications pour les personnes âgées. C'est encore un autre sujet où on peut rediscuter par la suite. Qu'est-ce qui est binge, qu'est-ce qui est pas binge, quels sont les critères de surconsommation? C'est une quantité en un temps donné. Mais qu'est-ce que ça représente? Est-ce que le 15-18 ans qui s'alcoolise massivement pour se, entre guillemets, mettre minable dans les terminologies classiques avec différentes autres substances banalisées ou diffuses, est dans le même mouvement qu'un 80 ans qui va consommer massivement des substances, peut-être pas les mêmes, avec le même effet de sédation, mais est-ce qu'on peut représenter ou avoir notre propre représentation de ces deux situations de la même manière? J'en doute un peu. Je regarde ma montre, mais voilà. Ensuite, tous les termes de l'usage à risque, de troubles de l'usage, de dépendance ou d'addiction me permet, sans vouloir vous noyer, mais vous avez déjà vos repères, parce que je sais que vous partez pas de zéro, mais au besoin, on complétera aussi. Dépendance et addiction ne se superposent pas. Il y a des situations autour desquelles on parlera plus souvent de dépendance selon les critères qu'on utilisait historiquement ou même toujours en cours, notamment les pharmacodépendances pour parler des médicaments. Les addictions médicamenteuses ne sont pas exclues, mais sont quand même un peu plus rares et nécessitent des critères de définition. Et forcément, dans mon temps, je n'aurai pas le temps de tout survoler, mais les critères de définition d'une relation de dépendance à une substance psychoactive ne sont pas les mêmes que les critères de définition d'une conduite addictive. Je me suis abstenu de ne pas aller sur le terrain de la notion de dépendance quand on vieillit, parce que la dépendance chez les personnes âgées ne se limite pas à la notion de la dépendance à une substance psychoactive. Il y a toutes les autres dépendances, et là, on peut être parti pour un grand moment. Si je me permets de continuer, je voulais évoquer aussi une chose, mais qui n'est pas juste le fait de l'éviter, mais de le penser 5 minutes. Une des modalités aussi pour approcher, aborder un sujet qui peut déranger, c'est d'utiliser la pirouette de l'humour. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire d'humour, je dis pas qu'il faut pas utiliser l'humour. Ça, c'est un papier qu'on avait fait il y a quelques années sur la place de l'humour dans la relation de soins avec des personnes âgées en disant que oui, le recours à l'humour peut apaiser des tensions, peut faciliter une relation, mais peut être aussi perçu négativement comme une ironie ou une dérision. Et parfois, ça peut être aussi une pirouette défensive pour pas aborder un sujet. Donc, je dis pas qu'on peut pas rire de tout ou pas avec tout le monde, et je ne donne pas les références de des proches à l'époque, mais cette idée, c'est de penser que la notion d'humour peut aussi parfois être une des réactions utilisées par les patients, les usagers, par leur entourage, comme par les professionnels. Parce que malgré tout, on est dans un contexte où on part de quelques éléments bien sentis historiquement. Platon, alors là, vous me direz effectivement, je pars de loin, et je vous le redirai après pourquoi j'utilise ce terme de partir de loin. Platon disait que le vin était le lait des vieillards, enfin tout au moins on lui attribue. Et que l'idée, c'est que plus on était vieux, plus on pouvait boire d'alcool sans limite, et plus on était jeune, plus il fallait pas en boire. Ce qui fait qu'il y a quand même une tradition de l'utilisation de l'alcool comme dernier plaisir de l'existence ou dernier recours à une substance qui puisse permettre de faire face à cette vieillesse envisagée comme un naufrage, alors qu'on attribue à plein de monde, cette citation, elle est attribuée à plein de monde, y compris un certain nombre de philosophes grecs et latins qui le citaient déjà, certes le général de Gaulle, puis plein de monde depuis la reprise, puis voilà, mais bon, bref. Un sociologue québécois qui, si ça vous intéresse, a pas mal publié, et les Québécois ont travaillé sur ces questions d'addiction du sujet âgé en les nommant gérontoxicomanie dans ce néologisme, qui parlait de cette double, triple peine d'être
vieux et alcoolique, de toute manière, et on revient à cette question de la mort, une honte et une situation où on est tellement misérable que seule la mort peut y mettre fin. Et ça, si je reprends une autre sociologue française, Véronique Naumgrapp, qui avait, à propos des personnes âgées qui avaient des problèmes de consommation d'alcool, rapportait les propos d'un médecin qui disait, laissez-le boire, celui qui va mourir. Mais c'est qui va mourir? C'est le vieux, puisque le vieux est un mort en puissance du fait de son âge. Donc, c'est cette question et toute cette tendance qui est de se dire, euh, les consommations de substances ou les pratiques hédoniques qui peuvent satisfaire ou faire du bien dans la vie, à un moment de la vie, il faut les respecter puisqu'il n'y a plus rien d'autre comme plaisir dans l'existence. Ça, on peut aussi aller travailler et aller un peu explorer ce sujet-là. Ce sont aussi des représentations. C'est encore une Québécoise qui disait en bas, et j'aimais bien cette terminologie avec des couleurs, que l'addiction n'est pas plus rose quand on a des cheveux blancs, parce que la question de souffrance reste toujours là, puis on va la reprendre dans la diapo d'après. La souffrance des personnes, les difficultés dans ces situations de conduite addictive, elle n'est pas moindre parce qu'on est vieux. Il n'empêche que pour aborder ces questions de... alors, j'ai élargi les troubles de l'usage de substances sans vouloir écarter les addictions comportementales, on en parlera, mais généralement en disant qu'il y a un certain nombre de barrières pour les aborder qui peuvent être de trois ordres. Celles liées aux professionnels qui ont soit des représentations négatives, soit se sentent peu compétents pour faire ça, j'ai pas le temps, j'ai pas la formation, j'y arrive pas. Alors, si j'y arrive pas, comment je fais euh, pour m'y retrouver ou pas m'y retrouver? Et quand je sais pas trop, bah, autant éviter le sujet. Je mis au patient dans le sens générique du patient de définition de celui qui souffre. Hein, c'est pas une vision purement sanitaire. Et avec les mécanismes de défense, la honte, la culpabilité et tous les obstacles qu'il y a pour pouvoir parler d'un sujet. D'autant plus, et ça, cette phrase-là, elle provient d'un patient, d'une patiente, que ces patients n'ont pas la tête de l'emploi. Ils le disent eux-mêmes, ils n'ont pas la tête de l'alcoolique, disait cette femme de 80 ans, qui disait, mais les médecins que je rencontre ne croient pas quand je leur dis que j'ai des problèmes d'alcool. Et le troisième idée, c'est les particularités, j'allais dire, diagnostiques de l'expression de la, oui, de l'expression de la présentation clinique d'un certain nombre de situations dans le vieillissement et de maladies qui se font avec des symptômes tardis ou atypiques. Enfin, voilà, trois ordres d'idées qui aboutissent à une notion d'invisibilité. Alors, c'est les Anglais qui avaient communiqué ces deux versions du même rapport sur cette invisibilité des personnes qui ont des addictions. Et là, ils ciblaient clairement les personnes âgées. Et pourquoi? Ils sont invisibles parce qu'on ne peut pas les reconnaître ou parce qu'on ne les regarde pas ou parce qu'on ne les voit pas. C'est un peu autour de tout ça que moi, je continue à me promener. Alors, j'ai perdu le défilement. Oui, quand je disais qu'on part de loin, manifestez-vous hein, s'il y a un problème. Quand je disais qu'on part de loin, on part de loin. Là, nous sommes sur les affiches publicitaires des années 30-40. Les vieux d'aujourd'hui, si on les nomme comme ça, dans les années 30-40, ils étaient déjà nés. Hein. Donc, on leur expliquait qu'il fallait boire pour leur santé, puis que la santé, on l'écrivait avec de la fumée de cigarette, enfin d'une pipe. Vous voyez un peu. Alors, on pourrait y passer des heures à faire ça. Euh, Tous les messages et les réclames qui vantaient l'utilisation de telle ou telle boisson alcoolisée pour vieillir, j'en ai pris deux au hasard. J'ai rien contre ces boissons, hein, mais on peut en trouver des dizaines d'autres. Si ça vous intéresse, il y a un papier qu'on avait fait avec des dizaines d'images publicitaires dans, je ne sais plus quelle revue, ça doit être Psychotrope, si je ne me trompe pas. Bon, j'ai perdu mon défilement, mais j'y arrive. Vous le savez, les recommandations en santé publique, par exemple, par rapport à l'alcool. Aujourd'hui, Santé publique France, depuis 2020-2019, a simplifié ses messages en disant pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Le HCUIA, qui est son ancêtre, je ne vous recite pas le sigle, mais si vraiment vous y avez
Vous le voulez, je vous le retrouverai à la fin au comité d'études et je sais plus quoi. En 1955, disait pas plus d'un litre par jour. Bon an, mal an, on est passé à peu près au dixième en termes de recommandations, divisé par 5 voire par 10 en l'espace d'une vie. N'oublions pas que les vieux qu'on côtoie, ils ont grandi, et là pour le coup en 55 ils étaient nés, où on leur apportait des recommandations de consommation à moindre risque, qui sont bien loin du discours que nous, on peut intégrer entre guillemets les plus jeunes, je me mets encore dedans, mais que eux n'ont pas forcément avec eux. Merci pour le HCEIA. Je vous refais pas toute l'imagerie du tabac et que tout le monde connaît quand le docteur expliquait comment il valait mieux fumer pour sa santé ou pour adoucir la gorge et tous les mouvements qu'il y a pu y avoir. Et puis on va survoler pour revenir après de manière plus récente sur les, je sais pas comment le dire poliment, quiproquos, méli-mélo, mélange qu'il y a autour du cannabis. Cannabis et vieillissement, cannabis thérapeutique, cannabis THC ou CBD, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça résout. Euh, on y revient après, mais tout ça pour dire que quand j'essayais de dire qu'on part de loin, c'est qu'il y a un vrai méli-mélo. Et au milieu de tout ça, on revient à notre sujet de départ. On a mis quand même presque 20 minutes pour faire un premier tour, qui est de parler des addictions du sujet âgé. Première idée, qui n'est pas qu'une provocation, qui est de dire que l'âge en lui-même ne justifie aucune réserve d'usage de substances. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'il devrait être définitivement interdit de consommer tel ou tel produit. Alors, je vous laisse choisir celui que vous voulez. Maintenant, en fonction des produits, ils sont plus ou moins socialement acceptés. Si on reprend l'histoire du LSD, son inventeur, dont j'ai perdu le nom mais qui va revenir sous peu, expliquait que lui, à 80-90 ans, il en consommait toujours, moins souvent, mais que la question des psychédéliques, qui est assez à la mode aujourd'hui, peut revenir. L'autre idée, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit, entre guillemets, lâcher les freins ou lâcher les rênes et faire tout ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on a le droit de tout consommer à tout prix, et quelles que soient les conséquences personnelles ou pour les autres. Et malheureusement, c'est plutôt l'inverse qui se passe, puisque l'âge ne prémunit de rien. L'âge, inversement, ben bien sûr, Albert Hoffman, c'est gentil pour mes troubles de mémoire. Vous êtes parfait ou parfaite. Euh, L'âge ne prémunit de rien, c'est pour dire que à aucun moment, euh, parce qu'on est vieux, on pourrait consommer ou surconsommer tel ou tel produit qu'on a évité de consommer au fil de sa vie. Je pense un peu au cannabis, l'exemple de, alors là, je ne vous parle pas d'exemple clinique, mais de connaissances ou de collègues qui me disent non, mais là aujourd'hui je peux pas, mais quand je serai vieux, je pourrai. La réalité, elle est plutôt inverse. Les effets sont majorés et le risque addictif, le risque de développer un trouble de l'usage, le risque de développer une addiction ne décroît pas avec l'âge et inversement augmente même plus tôt. Le sujet âgé décrit comme candidat naturel aux addictions ou comme personne qui est plus à risque qu'un autre à développer des addictions, c'est aussi défendu. Troisième idée qui est synthétique, alors c'est moi qui par deux fais un peu une conclusion au départ, mais pour donner deux, trois grandes lignes, c'est qu'il est jamais trop tard. Mais ça, quand on travaille en géronto, on le sait. Il est jamais trop tard pour changer de comportement ou de consommation. Il est jamais trop tard pour modifier ses habitudes dans son propre intérêt à soi. C'est pas pour bien faire, pour être clean de plus prendre tel ou tel produit ou pour faire plaisir au docteur ou aux entourages ou je ne sais pas qui, mais qu'il y a toujours des bénéfices, et les bénéfices, ils sont d'abord là en qualité de vie avant de parler de quoi que ce soit d'autre. Et puis, dernier point qui est pas un paradoxe près, mais qui est quand même une question qu'on réévoquera à la fin,
C'est est-ce que dans les approches cliniques et les approches de soins, est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il y a un intérêt à surspécialiser l'approche des troubles de l'usage de substances, des conduites addictives en gérontologie, en gériatrie avec des personnes âgées, ou est-ce qu'on n'est pas inversement, comme le disait Vermette à un moment donné, en train de cumuler les critères de sélection, voire de discrimination? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire de l'agisme, sujet que je ne développerai pas, mais qui est quand même un sujet important quand on travaille en géranto, à vouloir isoler des populations qui, certes, ont des besoins spécifiques, mais qui peuvent aussi bénéficier d'offres de soins et d'approches, j'allais dire, plus intergénérationnelles. C'est une question à laquelle je ne sais pas forcément répondre. Petite diapo de synthèse pour juste redire par où on va essayer d'aller se promener. Le livre qui date malgré tout de 2009, j'ai perdu la date, mais je crois bien que c'est 2009. C'est quand même le premier livre français en librairie sur la question des addictions du sujet âgé d'une prof de psycho enseignante à Lyon. C'est une des premières fois qu'on commençait à sous-catégoriser la question et avoir une issue en librairie. À ma connaissance, il n'y en a pas eu avant. De quelle addiction on parle? Ben, de celle que vous connaissez, parce que je crois que vous avez des pratiques et des expériences cliniques, si j'ai bien compris le public qui était le plus souvent là, en géronto ou en addictologie. Je me permets de rappeler que l'alcool reste quand même un des tout premiers produits. Le tabac, je mets un point d'interrogation, on en reparlera, parce que malheureusement, la question du tabac est quand même associée à une surmortalité précoce, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vieux fumeurs ou des fumeurs qui commencent à fumer tardivement. Les médicaments, les produits illicites, le point d'interrogation, c'est pas pour douter de leur présence, c'est juste pour dire que le discours a été variable au fil du temps, puis on essaiera de donner un ou deux repères rapides. Forcément, ça sera un survol vu le temps imparti, mais ça nous permettra de développer après selon vos souhaits. Et puis la question des addictions comportementales, jeu et achat, et je prends cela non pas parce que je ne veux pas envisager les autres, mais parce qu'une des questions moi, qui me semble importante aussi, c'est de penser les bornes à la notion d'addiction, de se dire est-ce qu'il y a des situations qu'on veut nous proposer aux intervenants en addictologie ou traiter sous l'angle des addictions qui sont possible ou pas. Alors, notion de pseudo-addiction qui apparaît, notamment chez des personnes douloureuses qui ne sont mal soulagées par les interventions thérapeutiques, et je ne dis pas que par les médicaments, parce qu'il n'y a pas que la pharmacopée pour traiter les douleurs, et qui de fait vont chercher par eux-mêmes à augmenter, notamment augmenter leur traitement médicamenteux. Donc, ils vont être en automédication, en surconsommation, en multiples prescriptions, en appétence, en dépendance, en addiction ou en pseudo-addiction parce qu'en en fait, ils ne font que répondre à un insuffisant soulagement d'une cause, entre guillemets, pour le coup, quand on a une douleur chronique, et la question de la douleur chronique est compliquée, et c'est un exemple. Je crois que je pose plus de questions que je vais vous donner de réponses, hein, ne soyez pas déçus. La question du sucre et du chocolat, y a-t-il des addictions? Oui, non, peut-être. À quelques temps de Pâques, c'est toujours difficile de l'évoquer, mais il n'empêche que. Même si ce sujet est débattu et ça permet aux addictologues de se confronter et de passer du temps à discuter quand ils s'ennuient, ça prend encore un autre aspect dans la vieillesse avec les problèmes alimentaires, les problèmes de choix alimentaires, de préférence pour des aliments qui ont un goût plus marqué, de malnutrition et de nutrition du sujet âgé. Là encore, tout résumé sous le prisme de l'addiction risque d'être un peu rapide ou un peu excessif. Quant aux écrans et aux supports numériques, nouvelles technologies de l'information et de la communication et tout ce qu'on voudra, là encore, c'est un sujet mais qui, à part entière, mériterait développement. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est des présences ou des substituts de présence pour des patients, des personnes isolées?
Est-ce que c'est une construction de l'esprit? Le terme de croque-mitaine me fait sourire des fois, mais c'est la manière dont les addictions aux écrans ont été présentées la première fois, comme une plaisanterie en congrès par un intervenant aux États-Unis, si je ne me trompe pas, qui a pris des critères habituels d'une dépendance aux opiacés ou je ne sais pas quoi, et qui a mis ordinateur à la place d'héroïne. Et quand il a présenté ça, sur le ton de la plaisanterie, à la fin de la séance, des gens sont venus le voir en lui disant, mais c'est génial, vous venez malheureusement de décrire ce qu'on vit et ce qu'on voit rapporté par des patients. Donc voilà, zone frontière où je dis juste que c'est ni une exclusion ni une inclusion forcenée, juste un moment où il y a probablement un intérêt à être encore plus attentif sur des critères diagnostiques qu'autre chose. On va faire un tour produit par produit, si vous êtes d'accord, si je ne me suis pas perdu dans mes diapos, non, produit par produit. Et puis, alors encore pire qu'avant, je pense que là, ça va être un survol. Donc, ça va être très frustrant pour vous. Raison de plus pour en faire des questions. La question des troubles de l'usage de médicaments, des dépendances ou addictions, vont dire ce que j'avais déjà évoqué tout à l'heure. On retrouve quand même plus souvent des critères de pharmacodépendance que d'addiction à une substance psychoactive. On pourra détailler les nuances que j'essaie d'apporter, mais je ne suis pas le seul. Mais voilà, la deuxième idée, c'est que si on surconsomme des médicaments en France, je suis désolé, je vais parler de ma catégorie professionnelle de base, c'est quelque part parce que l'on surprescrit, parce qu'on centre les soins sur la pharmacopée au détriment d'autres approches, notamment non remboursées pour les psychothérapies ou mal remboursées, ou d'autres modalités qui ne sont pas forcément valorisées sur le non médicamenteux. Mais en même temps, on sait tous qu'il y a des règles de prescription sur un certain nombre de produits qui ne sont pas respectées, pas suivies. Donc, sur les médicaments, oui, il y a des pharmacodépendances qui ne sont pas des pseudo-addictions dont on a parlé avant et que je voudrais différencier de l'automédication parce que l'automédication qu'on regarde parfois négativement peut être une vraie aide pour peu qu'il y ait un conseil, pour peu qu'elle est encadrée et parfois c'est un vrai service rendu aux patients. Dans les classes médicamenteuses, ben, bien entendu, il y a les psychotropes et au premier rang desquels les benzodiazépines et les composés Z comme somnifères. Il y a un tout début des prescriptions. Ouais, voilà. On peut y passer des heures, on en discute au besoin. Il y a la question des opioïdes. Là, c'est quand même la question la plus émergente outre-Atlantique. Et les personnes dites âgées avec un Z au début ne sont pas épargnées, enfin ne sont pas épargnées. On a l'air de vouloir dire qu'en France, on est plus ou moins exposé ou ça se passe moins mal. Ouais, il faut le dire vite, ça ne veut pas dire que ces situations n'existent pas. Avec, et je me suis permis de le rappeler, des recommandations de l'HAS en 2022 avec des repères assez simples, des produits phares, on est d'accord, mais aussi des approches de réduction des risques et la place de kit de naloxone, comme on l'a proposé dans d'autres situations, mais auxquelles on peut penser chez des jeunes consommateurs de produits illicites, auxquels, et je reviens à ma tête de l'emploi tout à l'heure, chez une personne âgée polypathologique qui a des souffrances multiples et qui surconsomme des opioïdes plus d'autres choses et d'autres produits dépresseurs respiratoires, ça vaut peut-être la peine de ne pas se restreindre et les approches de réduction des risques sont abordées aussi dans ces situations-là. Puis il y a d'autres classes médicamenteuses, mais on ne va pas se perdre dans la pharmaco et des choses encore plus spécifiques de niche qui, là, sont moins étudiées chez les personnes âgées. Le tabac, la réalité, je le dis, mais ce n'est pas pour faire peur. Je fais le travail du Coréade sur le tabac. Vous avez vu que j'ai mis le chat au début, que j'aime bien. On aime beaucoup ici, parce qu'on a une communication un peu moins ludique. La réalité du tabac, c'est qu'un fumeur dépendant perd 10 à 20 ans d'espérance de vie et mourra une fois sur deux des conséquences du tabac. Donc, des fumeurs dépendants de toute une vie deviennent, c'est pas une généralité, mais beaucoup moins des vieillards que des autres. Il y a une mortalité précoce. Donc,
clairement les chiffres de prévalence du tabagisme et baissent avec l'âge. La deuxième chose, c'est qu'au fil du temps, la prévalence des fumeurs s'est transformée depuis les années, j'allais dire les 70 dernières années, depuis les années 60. La prévalence a été divisée par 5 chez les hommes, mais ne bouge pas chez les femmes. Elle reste inférieure à 10% dans les deux sexes. Mais si chez les hommes, les fumeurs sont de moins en moins fréquents, chez les femmes, le taux de tabagisme demeure, et avec des complications des expositions. Deuxième idée, c'est qu'on peut commencer à fumer tardivement, y compris après une entrée en EHPAD. J'ai quelques exemples en tête de patientes qui venaient s'interroger sur la dangerosité du fait de fumer après être entrée en EHPAD, notamment une dont le fils était mort d'un cancer bronchique, qui s'interrogeait un peu là-dessus. Il n'est jamais trop tard, on le reprendra pour l'alcool, parce que ça, c'est une terminologie qui était là, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'âge ne donne pas de limite particulière aux approches de soins. Certes, il y a des adaptations, mais ça ne donne pas, il n'y a pas de restriction d'approche ou de considération. Une question qu'il faut quand même voir aussi chez les personnes âgées, on en reparlera aussi pour l'alcool, c'est une approche un peu plus spécifique selon le lieu de vie. La question du tabac en EHPAD n'est pas la même chose que la question du tabac dans un domicile privé. EHPAD, chambre substitut lieu de vie personnel, mais où la règle ou le risque collectif et le risque incendie peut amener à interdire de fumer. Et tout un tas de pratiques plus ou moins j'allais dire bizarre, des paquets de cigarettes qui finissent dans la pharmacie avec les médicaments. Alors, c'est pas recommandé, hein, on est d'accord. Ou alors de la prescription des temps de tabac. Bon, bref, tout ça pour dire que le sujet du tabac existe, même faiblement, et que là, comme pour d'autres questions, il est jamais trop tard. J'ai toujours mes problèmes de touche qui marchent plus. Les substances illicites, alors on les appelle drogues, on les appelle ce qu'on voudra. Jusque dans les années 2012-2015, on n'avait qu'une grande étude anglo-saxonne qui disait, on les annonce depuis longtemps. Moi, quand je faisais une capacité d'addicto, je vous dis pas quand, on était déjà en train de les préannoncer en disant, oh là, vous allez en voir partout. On les a jamais vus. Bon. Alors après, on s'est dit, tiens, bah, ça n'existe pas. Et cette grande étude anglo-saxonne disait, ouais, peut-être un peu plus de fumeurs de cannabis en milieu urbain. Ça, c'est en Grande-Bretagne, mais en dehors de ça, on ne trouvait pas. Bon, 2020, mon écran est bloqué, mais c'est de 2021. L'ONU par l'OICS, l'Organe international de contrôle des stupéfiants, a pour une des premières fois fait une publication spécifique aux personnes âgées qui a ciblé les opioïdes médicamenteux, on est bien d'accord, mais quand même a regardé aussi les consommations et qui a vu que le cannabis était clairement en essor pardon, chez les plus âgés, mais d'autres produits aussi, les psychostimulants et la codéine, mais aussi les hallucinogènes et les psychédéliques qui ressemblent un peu à une vieille réminiscence des années 70, un vieux truc de boomer, mais voilà, les boomers, on sait à peu près où ils arrivent aujourd'hui. Donc, c'est des questions qui commencent à arriver. De là à vous dire que ça va être le quotidien des consultations et des demandes, je ne suis pas sûr, on va quand même se recentrer. Mais ça veut quand même dire que ces questions-là vont prendre un peu plus de place. Le cannabis, ben, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, avec un mélange des genres, c'est dit poliment. J'ai mieux écrit que le méli-mélo de tout à l'heure, où on retrouve la place des uns, des autres, de ce qui est thérapeutique, de ce qui n'est pas thérapeutique, de ce qui va soulager, ce qui ne va pas soulager. Je fais de la pub indirectement pour Nicolas Autier, prof d'addicto à Clermont-Ferrand, si je ne me trompe pas. Et ses publications. Les deux petits livres verts en haut sont tout petits et très très bien. Le deuxième est très récent, je l'ai pas encore lu, mais je l'ai sous le coude. Enfin, le troisième. Mais refaire le point sur le mirage du cannabis qui a été à un moment donné considéré comme la substance qui devait soulager toutes les personnes âgées de tous leurs maux.
plus de vieillesse, plus de douleur, plus de troubles du sommeil, plus de troubles de l'humeur, plus de rien, plus de troubles de l'appétit, Alors l'image en haut, ça date déjà, un EHPAD dans un pays voisin où ils expliquaient que le quotidien était transformé. Si réellement ça transformait tout, on l'aurait peut-être su, mais en même temps, l'idée de diaboliser et de continuer à prohiber l'usage du cannabis comme c'est fait en France n'est peut-être pas forcément la meilleure idée, mais c'est peut-être pas sur la population des personnes âgées que se centrent les réflexions actuelles. Je laisse ça, on y revient si vous le souhaitez, mais voilà, ça mériterait bien des développements. Pour en venir à l'alcool, qui demeure la première substance psychoactive consommée par les aînés, alors voilà, euphémisme québécois que je reprends des fois, et qu'aujourd'hui, le vieillissement en cours des populations, et nos boomers qu'on aime bien, euh, est associé à une augmentation de la vulnérabilité à l'alcool. Plus on vieillit, plus les effets sont majorés, plus l'alcoolémie est élevée pour une quantité d'alcool consommée, plus le temps d'élimination est long, donc les conséquences vont être marquées. Je ne sais plus où, on n'en reparlera pas à ce moment-là, j'avais dû noter. Nous, on travaille sur les intoxications éthyliques aiguës hospitalisées, les ivresses, depuis ouais, une grosse vingtaine d'années, voire tendance 25 ans, avec des propositions de rencontres de patients hospitalisés au lendemain de l'ivresse. Donc, ma fibre gériatrique a fait qu'on a été un peu s'intéresser aussi aux personnes âgées. C'est pas parce qu'on est vieux qu'il n'y a plus d'ivresse, c'est pas parce qu'on est vieux qu'il n'y a plus d'ivresse qui amène à des chutes, des traumatismes, des conséquences qui amènent à l'hôpital. La seule différence, c'est que le niveau d'alcoolémie pour en arriver à être hospitalisé est divisé par deux ou trois. Si c'est entre 2,50 g et 3,50 g que se retrouve aux urgences, j'allais dire le lot commun des intoxications éthyliques aiguës, après 75, après 85 ans, c'est plutôt autour d'un gramme. Et que parfois, et là encore, on peut avoir une fausse impression de réassurance si on ne fait pas d'ajustement en se disant, ouais, bah, c'est pas tant que ça, le niveau de consommation ou l'alcoolémie, c'est pas tant que ça, donc c'est peut-être pas ça la raison. À 85 ans, plus une ou deux maladies chroniques, notamment neuropsychiques, plus un ou deux médicaments psychoactifs, il n'y a pas forcément besoin d'atteindre 3 grammes d'alcoolémie pour tomber ou pour avoir des conséquences graves. Donc, ça peut apparaître beaucoup plus tôt. Les troubles de l'usage sont la question de santé la plus en essor. J'ai plus mis la référence, mais il y a toute une biblio là-dessus. Vous le retrouverez dans Alco Consocience si ça vous intéresse. Je répète pour l'alcool comme pour les autres produits, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est devenu insensible aux effets ou aux dommages. C'est pas parce qu'on n'a pas eu de problème addictif de toute sa vie qu'on peut lâcher et consommer tout ce qu'on veut. C'est plutôt l'inverse. Mais qu'en même temps, les profils de consommation changent et on va le revoir tout de suite sur la diapo suivante. Pour rappeler malgré tout, parce que là, on en est toujours dans nos spécificités françaises, que l'alcool ne soigne toujours rien, ni ne prévient aucune maladie. Le paradoxe français cardiovasculaire sur les consommateurs de vin ou la prévention de la maladie d'Alzheimer ou des troubles neurocognitifs au sens général par la consommation d'alcool est à peu près battu en brèche. Si on regarde de manière globale, et là on peut le détailler, mais l'alcool est d'abord cardiotoxique et neurotoxique, et on peut le détailler de différentes manières que ce soit. On peut même critiquer les études, et PACUID, c'est pas si loin de chez vous, mais même les auteurs de PACUID, dès le début, avaient relativisé les résultats et l'interprétation un peu trop rapide qui disait buvez pour sauver votre cœur. De toute manière, si consommation d'alcool associée à une moindre prévalence, ce qui ne veut toujours pas dire qu'il n'y a jamais eu de recommandation de boire de l'alcool pour prévenir quoi que ce soit, mais s'il y a une association favorable, elle est en gros avant l'âge de 50-55 ans, puisqu'après, il y a des surrisques. Donc en gros, ça ne concerne toujours pas les personnes âgées dont on parle aujourd'hui. Donc, on peut mettre ça de côté et laisser de côté la question euh, des bénéfices de l'alcool, qu'ils soient individuels, qu'ils soient psychoactifs, qu'ils soient ce que vous voudrez.
mais toujours pas pour la santé. Vous connaissez pas les pyramides de Monsieur Skinner, mode habituel. Alors on les inverse, on les met dans un sens, dans un autre, on en fait des cercles ou ce qu'on voudra. Tout ça pour dire que dans une population donnée, ça marche avec l'alcool et avec tout ce qu'on veut. Prenez la pyramide de gauche. En bas, en bleu, il y a ceux qui n'en consomment pas. En vert, il y a ceux qui en consomment, mais sans conséquences, sans dommages, ni sans risque avéré. Et puis au-dessus, dans une gradation de rouge, alors c'est comme ça, il y a ceux qui ont des risques, mais qui n'ont pas forcément de dommages. Il y a ceux qui ont des dommages, sans forcément de dépendance. Et puis, il y a l'extrême de la dépendance, de l'addiction et les critères. L'idée de comparer les deux, c'est de dire qu'en vieillissant, il y a de plus en plus de personnes qui font le choix de ne pas consommer d'alcool, donc la part des non-consommateurs augmente. La vulnérabilité et la fragilité, les pathologies et les traitements font que la part des usages à risque vont augmenter, ce qui veut dire que la zone centrale dite d'usage à moindre risque, telle que la terminologie en santé publique veut le retenir sur les consommations d'alcool, se restreint de plus en plus. Certes, quand on vieillit, il y a moins d'alcool consommé, mais certes, quand on vieillit, le nombre de consommateurs réguliers ne fait qu'augmenter. Et plus on avance en âge, plus les consommateurs d'alcool quotidien sont fréquents. Tout en sachant que nos études sortent pour une grande partie du baromètre santé, qui il y a quelques années, une fois, avait été jusqu'à 85 ans, puis qui aujourd'hui s'arrête à 75 ans. Ce qui veut dire qu'ensuite, on manque un peu de données, parce que la gérontologie ne s'arrête pas à 75 ans, je vous apprends rien. Les troubles de l'usage d'alcool de sujets âgés, je regarde ma montre et on est dans les temps à peu près, euh, se révèlent parfois quand des personnes font la démarche de rencontrer un soignant pour leur dire bonjour, j'ai quelques difficultés, enfin bon, bref. Il n'empêche que la plupart du temps, alors c'est pas sur cette diapo, je sais plus sur laquelle je l'ai mis, mais c'est pas grave, on va retomber sur nos pattes, voilà. Que la présentation clinique se fait la plupart du temps par des complications, par des intoxications éthyliques, par des sevrages, qui se traduisent essentiellement par des signes ou des tableaux non spécifiques chez une personne âgée, malaise et chute. Donc, ce que je veux dire, si le repérage de ces situations, et je fais partie des un peu pointilleux sur la notion de repérage et pas de dépistage, on pourra le commenter au besoin, le repérage mérite d'être le plus large possible, plutôt qu'attendre que la situation apparaisse, et on renvoie à l'invisibilité des anglo-saxons de tout à l'heure et des barrières à la reconnaissance, pour dire que si on ne fait pas une recherche et un repérage un peu élargi, eh ben on ne va pas les repérer, les trouver, ces problèmes d'alcool. Alors, comment on repère? Ben, le plus facilement, c'est en parlant d'alcool. Il y a même des recommandations pour dire que chaque intervenant de soins ou chaque personne âgée en soins pourrait bénéficier chaque année d'une évaluation de ses consommations et de leurs conséquences, qui peut être aidée par un certain nombre de questionnaires que vous connaissez pas, mais je ne m'appesantirai pas dessus, dont certains ont des formes gériatriques. La forme gériatrique du Michigan Alcohol Screening Test, le MAST, comme la RPS, qui était un test anglo-saxon en tentative de traduction en France, mais qui n'a jamais abouti, sont des outils spécifiques aux personnes âgées. D'autres ne sont pas spécifiques, mais utilisés, comme le Cage Data ou l'audit ou d'autres encore. Où je veux en arriver, c'est qu'on arrive aussi à ce qui n'est pas du tout labellisé dans la médecine professionnelle, j'allais dire, la notion de puce à l'oreille. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui peuvent attirer l'attention. Le problème, c'est que ces situations, elles ne sont pas spécifiques du tout. Un homme de 40 ans qui titube et tombe au milieu de la rue à 3 heures de l'après-midi, il y a une forte suspicion autour d'une consommation d'alcool, pour peu qu'il y ait d'autres signes associés. Une femme de 80 ans qui titube et tombe chez elle un dimanche après-midi, je ne dis pas que c'est dans la même proportion des conséquences de consommation d'alcool, mais ça ne peut pas être exclu. Et le fait de ne jamais l'envisager fait qu'on ne repère jamais. Parfois, avec d'autres éléments, et je les survole parce qu'ils ont été détaillés, même chose
Sur le site de la SFA, ils sont détaillés aussi. Certains éléments peuvent aider à la reconnaissance et surtout à ouvrir le dialogue et échanger avec les personnes. Parce que l'idée du repérage, c'est d'arriver sur un dialogue, d'une évaluation et une proposition d'intervention, de non-intervention, d'accompagnement, on en reparle après. Trois idées. Bien entendu, tous les vieux ne sont pas similaires. Dans les approches des troubles de l'usage d'alcool, à tous les âges, y compris chez les personnes âgées, il y a quand même un intérêt à avoir des approches un peu plus spécifiques selon le sexe. La réalité d'une femme âgée en difficulté avec l'alcool et la facilité de l'exprimer n'est pas du tout la même que celle d'un homme. Les présentations cliniques non plus, nos capacités de l'imaginer. Les événements de vie, les questions de suite de milieu de vie, le travail psychologique, enfin, tout un tas d'éléments sont quand même spécifiques selon les genres. Et ça vaut la peine, à un moment donné, de se dire que tout ne rentre pas forcément dans le même sac. Le lieu de vie, domicile, établissement, on est bien d'accord. Les modes de consommation, je vous en ai déjà parlé au début. Je regarde ma montre pour un peu accélérer parce qu'il doit me rester 4-5 diapos. La présentation clinique, je vous en ai déjà parlé. Les associations pathologiques, ben, c'est quand même deux éléments qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, on appelle ça comment? Comorbidité, pathologie duelle ou je ne sais pas quoi. Poule et l'œuf, psychopathologie et usage ou mésusage d'alcool, comment l'un et l'autre coexistent. Je renvoie à un élément particulier et une approche très particulière en géronto aussi, qui est la question de la crise suicidaire. Qui prend des aspects spécifiques, qui est pour le coup une vraie question de santé publique identifiée. Crise suicidaire et consommation d'alcool du sujet âgé. Là, pour le coup, il y a quand même des éléments et que l'alcool, sans avoir de problème avec l'alcool, est un facteur précipitant et un facteur de passage à l'acte, de levée d'inhibition. Et ça vaut quand même la peine de le repérer et de ne pas confondre tout suicidant qui a consommé de l'alcool avec une personne qui a une maladie alcoolique, entre guillemets, comme on le disait auparavant, mais arriver à avoir une démarche clinique. Même chose sur les troubles cognitifs, il me faudrait plus de temps et forcément, je fais le choix de couper un peu en disant est-ce que l'alcool protège de la maladie d'Alzheimer ou pas? Merci, on peut déborder, mais je devrais tenir le coup, moi, comme temps. J'aime bien tenir le temps. Euh, Est-ce que c'est cause ou conséquence? Est-ce que la démence sénile, comme moi j'apprenais quand j'étais petit, on l'appelle plus comme ça aujourd'hui, type Alzheimer, a une moindre prévalence quand on boit de l'alcool? Vous vous rappelez pas, moi, à mon époque, on expliquait aussi que la nicotine et le tabac pouvaient prévenir l'Alzheimer. On a vite déchanté, on a vite revenu en arrière en disant que c'était complètement faux. Sur l'alcool aussi, on en est toujours là, mais encore. Inversement, les troubles cognitifs liés à l'alcool, TCLA, sont une entité qui commence à émerger, je vais dire, dans les âges moyens, avait été repéré, identifié, abordé, considéré comme un facteur de difficulté d'accès aux soins ou de nécessité d'adaptation du processus de soins. Et puis les mamas que j'aime bien, les maladies d'Alzheimer et maladies apparentées, mais c'est juste comme ça pour rigoler avec nos acronismes qui nous emmêlent des fois. On essaie de vouloir catégoriser des choses qui n'y arrivent pas. On pourra en reparler au besoin. Un auteur dont j'ai perdu le nom, mais il me reviendra probablement, avait travaillé sur l'idée d'une approche multifactorielle en disant que sur un trouble neurocognitif sévère, on a rarement une cause unique isolée et que à certains moments, la question de la consommation ou de la non-consommation d'alcool peut être un facteur d'aggravation ou de péjoration d'une situation sans forcément en être la seule cause. Et je mets de côté la notion de Korsakoff, que tout le monde connaît, mais qui est vulgairement une rareté par rapport à toutes les autres. Donc, cette idée de trouble cognitif, maladie neurocognitive, un stade sévère et place de l'alcool, encore plein d'autres sujets, mais que forcément je limite. Un mot des jeux de hasard et d'argent.
avec quand même une réalité qui est que par rapport à toutes les autres pratiques ou supports d'addiction aux substances dont on a déjà parlé, c'est quand même, j'allais dire, le support qui a le moins de dispositifs de réduction d'accès, de prévention, même s'il y a toujours un petit numéro, un petit machin. L'accessibilité est de plus en plus diffuse, y compris sur les formes dématérialisées. Il y a quelques années, on disait que les personnes âgées d'EHPAD, ils n'auront jamais un écran tactile à disposition. Ce n'est pas le cas. Vu la facilité de diffusion des jeux, mais même pas simplement des jeux à résultat immédiat de grattage, des jeux dématérialisés. Moi, j'ai souvenir d'une patiente âgée qui, sans faire de pub, a dépensé un livret A euh, dans des pratiques d'un jeu avec des bonbons à éclater sur un réseau social que je ne citerai pas, si vous voyez ce que c'est. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a des formes qui peuvent être plus ou moins typiques, qui ne ressemblent pas aux joueurs de casino. L'espèce de représentation qu'on peut avoir, ça peut être quelque chose de tout à fait différent. Il y a la question des achats pathologiques et comment ça peut se mélanger. Vous recevez probablement comme moi, parfois dans la boîte aux lettres, mais surtout en mail, des succès ou des sommes mirobolantes qu'on devrait avoir reçues si jamais on donnait notre carte bleue ou d'autres choses. Ou si jamais on achetait quelques boîtes de pâté, volets ou autres encyclopédies. Ben oui, mais il y a des personnes avec soit des troubles cognitifs, soit une vulnérabilité qu'on appellera psychosociale ou ce qu'on voudra, qui vont y répondre et qui vont rentrer dans des pratiques qui se répètent. Est-ce qu'on en fait pour autant des addictions? Enfin, là, on revient sur une espèce de forme de frontière. Un mot, malgré tout, que vous connaissez ou pas, il y a des formes qui sont secondaires à des traitements anti-parkinsoniens. Ça, la médecine le connaît à peu près. Trois mots d'offre de soins, mais je pense que je vous ai déjà toujours dit, déjà tout dit, puis je vais vous laisser respirer aussi après. La réalité, c'est qu'il y a un pessimisme des soignants pour se dire à leur âge, ça sert plus à rien, c'est trop tard. Mais ça, c'est aussi une vieille idée de se dire que plus on est vieux, plus on a une espèce de rigidification qui fait qu'on ne peut plus changer. C'est faux. Les quelques études qui existent, et même un peu plus nombreuses, disent que le pronostic de soins est aussi bon, voire meilleur. Et là encore, le pronostic qui ne se mesure pas en termes de consommateur ou de non-consommateur, mais en bénéfice pour la personne, en qualité de vie, en amélioration, en moindre souffrance. On est bien d'accord. Il est jamais trop tard. Ben ça, c'est le petit document qui est en bas à droite. C'est les alcooliques anonymes qui ont communiqué là-dessus depuis des années. Ils ont un petit livret que vous pouvez trouver en ligne. Alors ça, c'est la dernière version. Moi, j'ai la version d'avant. Qui plus est, a été tout à fait adaptée avec des gros caractères pour que les moins jeunes, comme certains ou moi, puissent lire avec des... Et puis que dans les soins, mais ça, là encore, vous avez traîné un peu en addictologie, et c'est ce que je disais avant, ne pas confondre les objectifs de soins et les objectifs de consommation. L'intervention en addictologie, c'est pas de permettre à quelqu'un de moins consommer ou de pas consommer, c'est permettre à quelqu'un d'aller mieux. Et inversement, les modalités pour y arriver, ça peut être les changements de consommation. Et à ce moment-là, si on remet les objectifs et les moyens du soin à leur place respective, on se retrouve à peu près. Qu'il n'y a pas que les sevrages et qu'il y a toutes ces notions complémentaires qu'on peut adapter, aborder. Euh, je prends encore 2 minutes, j'en profite. Adapter l'accès aux produits aux capacités de la personne, au profil cognitif. Un patient qui ne sort plus de chez lui, qui se fait livrer tous les jours telle ou telle quantité d'alcool, à un moment donné, la question peut se poser. Alors, quand c'est l'auxiliaire de vie qui le fait, elle peut ajuster. Pour avoir fait des formations à des auxiliaires de vie qui disaient, bah, il m'en commande 3 bouteilles, j'en ramène qu'une, puis tout le monde va bien comme ça. La question des réductions des risques et comment la notion de réduction des risques sort de ces bases de toxicomanie pour aborder d'autres produits, et notamment l'alcool et les personnes âgées, mais ça mériterait bien du temps et des développements. J'aime bien les Québécois, mais j'y suis pour rien. Ils parlent aussi de réduction des méfaits, nous on dit des dommages.
Mais ça veut dire aussi que même quand il y a déjà eu des conséquences, c'est pas trop tard, on peut toujours intervenir. Question qui peut sembler bizarre et on en parlera, si vous voulez. Il y a la question des contrôles externes. On parlait ce matin en équipe d'un patient avec un parcours de vie très compliqué, des consommations incontrôlées d'alcool et des conséquences graves, majeures, enfin tout ça, jusqu'au moment où, quand il a eu un environnement sécurisant, notamment une entrée en EHPAD, qu'il n'a pas enfermé dans sa chambre, mais qui a permis d'investir d'autres relations, d'autres activités, ben, l'accès aux produits s'est transformé. Donc, est-ce que parfois ça peut pas être le moyen ou un moyen parmi d'autres, mais qui s'impose pas aux patients, qui se travaille avec le patient? Si je peux encore prendre une seconde pour parler des profils cognitifs, on parle souvent des patients âgés qui ont des troubles cognitifs, qui oublient qu'ils ont déjà consommé et qui vont reconsommer. Il n'y a pas que ça. Alors certes, c'est un peu de la neuropsychologie. C'est pas que l'oubli à mesure qui fait qu'on reprend, on reprend, on reprend. C'est l'incapacité du contrôle de soi. Et là, on est plus dans des symptomatologies frontales, des troubles du contrôle de soi dans des profils frontaux. Et là, pour le coup, les modalités de réponse et les réponses de soins ne sont pas les mêmes. Puis ce que je voulais dire à la fin, mais qui fait partie du soin, c'est qu'on peut aussi aborder, évaluer, rencontrer des personnes, entendre leur réalité, leur souffrance et entendre aussi leur souhait de ne pas modifier leur consommation. À ce moment-là, c'est peut-être moins à eux de faire un boulot, c'est peut-être plus à nous d'imaginer que parfois il y a des personnes qui ne vont pas souhaiter changer. La question de la prévention, on en reparlera tout à l'heure, mais moi je l'ai déjà abordé tout au long, et ça c'est des considérations générales. Et on revient à la question du tout début, est-ce qu'il faut surspécialiser ou pas? Est-ce qu'il y a des bénéfices à plus discriminer ou pas? Ça c'est un peu des débats éthiques, mais ça veut quand même dire que dans les actions de soins globales, comme j'ai évoqué, mais aussi de prévention qui fait complètement partie du soin, il est difficile d'isoler point par point, mais à ce moment-là, peut-être d'aborder plus largement la question du bien vieillir. Alors ça, on n'aime pas, c'est une tarte à la crème aussi ou pas, mais qui mériterait tout autant de temps pour le développer. Et puis intégrer des éléments de consommation de substances ou de pratiques addictives là au milieu. Et normalement, vous avez là quelques références personnelles si on a besoin et mes remerciements. Alors, je vais commencer avec la première question. Euh, un professionnel qui nous dit, que puis proposer comme accompagnement à des personnes alcooliques de plus de 70 ans vivant à leur domicile? Quel discours puis leur tenir? Comment les soutenir? Ça recoupe une des questions que je voyais dans le chat C'est de... ça. C'est pour ça que je me suis dit qu'il y avait une autre Et personne qui demandait dans le chat comment accompagner les personnes qui ouais, consomment de l'alcool. Ouais. c'est une bonne question que je vous remercie de m'avoir posée. Donc quand on commence à répondre comme ça, c'est pas rassurant. Euh, Deux, trois préambules. Euh, Tout intervenant a en possibilité, ce que j'allais dire ou ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, de repérer des situations problématiques et de les orienter vers des référents ou une aide ou un relais en fonction du dispositif local. Alors, ça peut être les référents dans le cadre dans lequel ils interviennent, une équipe de soins ou un encadrant d'une équipe d'auxiliaires de vie ou un médecin traitant, malgré tout. La deuxième chose, c'est en ressources propres. Euh, et je ne sais pas si je vais répondre, mais je me permets de dire que il est jamais délétère ou douloureux de parler avec une personne de ce qu'on perçoit, non pas de ses consommations, mais de ses difficultés ou de sa souffrance. Dire à quelqu'un tu bois trop, le risque essentiel, alors on parle d'alcool, mais ça peut déborder le sujet, le risque essentiel, c'est de répondre ça ne te regarde pas, j'en sais rien, je fais ce que je veux. Quand, en tant que professionnel, on se rend compte qu'il y a des conséquences négatives, des dommages qui peuvent être pas simplement physiques, relationnels, sociaux, repli sur soi, troubles de vigilance, difficultés, tout ce qu'on voudra, ça peut être quelque chose qui soit discuté avec la personne. Alors, je pense au Bordelais.
Euh, Historiquement, il y avait un très joli texte sur ce qui avait été nommé par l'avance de la parole par Gérard Osterman, que connaît bien votre président aussi. Gérard Osterman, psychanalyste local, qui parlait de comment on peut parler d'une question avec de santé et notamment de problèmes d'alcool avant que la personne en fasse la demande. C'est-à-dire comment on peut s'exposer soi en tant que professionnel en disant peut-être que je me trompe, peut-être que vous voulez pas en parler, mais moi je partage avec vous que vous me semblez en difficulté ou vous me semblez avoir des soucis ou une souffrance. Alors après, on trouve les mots qu'on utilise, ceux qu'on veut, avec des consommations d'alcool. D'expérience, alors moi je suis pas au domicile directement et je suis pas dans vos situations, mais d'expérience, qu'est-ce qu'on risque à parler d'un sujet avec quelqu'un qui n'en a pas pris l'initiative? On risque quoi? 3 fois sur 4, je vais dire, la personne va dire, ah oui, alors il va pas vous tomber rôti dans les bras en disant, oui, je suis malade, j'ai besoin d'aide. C'est-à-dire que l'échange va pouvoir s'initier et à ce moment-là, à savoir ce que soi-même on peut faire et vers qui on peut relayer. D'autres fois, la personne va vous dire, ben oui, mais non, j'ai pas envie d'en parler avec vous, ou j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, ou c'est pas un problème. Si quelqu'un vous dit non merci sur un échange, mais ça ne veut pas dire qu'il est blessé. Ça ne veut pas dire qu'on a mal fait son boulot. C'est comme à la fin d'un repas. Si quelqu'un dit tu veux reprendre une part de gâteau et que la réponse est non merci, j'ai plus faim, ben, personne ne part fâché. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais si on arrivait à normaliser un dialogue autour de l'alcool, c'est-à-dire de pouvoir parler des consommations, des niveaux de consommation par rapport à la fragilité, aux pathologies, aux traitements, aux risques encourus ou aux conséquences repérées, et évoquer l'impression qu'on peut avoir en tant qu'intervenant. Moi, je le dis parfois à des patients qu'on rencontre en milieu hospitalier. Alors, pour le coup, là, le dommage est criant. Moi, je leur dis peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que il peut y avoir des difficultés dans vos consommations ou que vos consommations peuvent vous poser problème. Oui, non. Et là, on tend la perche. Et puis alors, de très rares fois, vous allez avoir des gens qui vont se braquer, faire la tête. Mais d'expérience, alors ça fait 30 ans que nous, je vous dis, on en rencontre au lendemain des ivresses, au moment où on se dit que les gens ont le moins envie de parler d'alcool, et ben pour le coup, c'est plutôt l'inverse. Ils ont, il y a quand même plutôt une acceptation de cette main tendue. Avance de la parole de Gérard Osterman, Alain Rigaud, là, c'est ce texte qui a été republié il y a quelques années, mais qui a une vingtaine d'années initialement qui est une modalité, hein. Je ne dis pas que c'est le seul moyen de faire. On peut avoir une approche comportementaliste avec une approche motivationnelle. On peut avoir d'autres modalités, d'autres références. Mais parler est le premier soin. Ça, c'était un texte que j'avais lu il y a bien longtemps. Commencer à échanger sur le sujet. Une fois que le dialogue est noué, eh ben, c'est d'essayer de repérer ce qu'on peut faire dans ses ressources propres. Mais il y a des choses qu'on ne fera pas. Si le patient a besoin de se faire opérer, ben, il ira voir un chirurgien. Donc, s'il y a une situation qui relève de compétences plus spécifiques, médicales, psychologues ou je ne sais pas quoi, c'est la question, c'est l'intérêt d'avoir soit un réseau, et je pense à vous, soit des référents ou un correspondant, ou aller dire, voilà, dans tel type de situation, à tel endroit, vers qui est-ce que je peux me tourner, ou avoir des référents à qui dire, ben voilà ce que j'ai constaté, on a commencé à échanger, est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le relais? D'accord. Euh, un peu dans cette continuité, il y a une question qui demandait quelle réduction des risques est possible pour le sujet âgé et comment accompagner les aidants aussi. C'était deux Alors questions. ça, c'est deux sujets différents. Mhm. La réduction des risques est une notion qui est née des usagers de drogue, des injecteurs et de l'épidémie de sida. On est d'accord? Échange de seringues, pratiques et prévention sexuelle. Puis de là, ça s'est étendu à d'autres produits. Ça s'est étendu à d'autres tranches d'âge. Je suis en train de chercher, j'ai vu passer il y a quelques semaines
un fascicule fait par région PACA ou je sais plus où sur réduction des risques, substances ou alcool et personnes âgées. Donc oui, c'est pas incongru d'envisager la notion de réduction des risques. Maintenant, euh, on va être un peu technique, je risque d'être un peu technique, mais on part d'un aspect, j'allais dire presque théorique, dans un champ particulier, et on commence à le transposer à un deuxième champ, troisième champ, quatrième, avec à chaque fois des adaptations nécessaires. Sur le principe, oui. Dans la réalité aujourd'hui d'outils de réduction des risques ou de recommandations spécifiques aux personnes âgées, dans la philosophie initiale de la réduction des risques, c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place ou à arriver à comprendre. Mais il n'y a pas de raison de dire que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne devrait plus se prémunir d'inconvénients ou de dommages, c'est-à-dire d'éviter des risques qui seraient potentiellement évitables. D'autant plus qu'on est fragile et vulnérable, mais tous les vieux ne le sont pas, c'est encore autre chose. La question des entourages, elle est fondamentale. Je ne l'ai pas abordée, pas par oubli, mais par nécessité de choix. Fondamentale parce que plus on vieillit, plus il y a des intervenants qui vont être présents. Et il y a deux types d'entourages à considérer. Il y a les entourages familiers et amicaux, et il y a les entourages professionnels, aussi bien au domicile qu'en EHPAD ou ailleurs. Et intégrer l'un ou l'autre dans les soins quand on est, entre guillemets, professionnel d'un soin géronto, gérontopsie ou addicto, je sais pas quoi, ça fait partie un peu du b.a.-ba, ça fait partie des recommandations habituelles. Maintenant, il faut voir comment l'entourage se présente ou comment on arrive à l'entourage. Soit c'est une proposition systématique d'évaluation déjà avec la personne et qui s'élargit avec ses entourages. Quand je repense au questionnaire de repérage des troubles de l'usage d'alcool, le CAGE d'État, la deuxième question, est-ce que vos entourages vous ont déjà parlé de problèmes d'alcool? Avant d'aller parler aux entourages, on parle à la personne de ce que les entourages peuvent en dire. Puis après, on peut faire des propositions, mais alors là, il faut voir qui parle et d'où on parle. Si on en a, tu peux la formation et la capacité de faire des rencontres conjointes personne et entourage à titre d'information, d'orientation, où on va aller plus loin, c'est qu'on rentre dans des formes de thérapie familiale et systémique. Alors là, pour le coup, on a besoin d'un arsenal et de compétences mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin que ça. Bien entendu, les entourages sont présents. Dernière idée, c'est que les entourages arrivent rarement, je le disais avec les patients tout à l'heure, de manière apaisée, tranquille, en disant bonjour, j'ai besoin d'aide. Les entourages, on les rencontre souvent dans la crise, à un moment donné où ils ont tenu, soutenu, toléré, accepté ou je ne sais pas quoi pendant des années. Et puis à un moment, il y a rupture. Et dans cette situation de rupture, tout devient urgent. Mais ça, c'est une question qu'on rencontre en géronto, puis peut-être encore plus en addicto, c'est de se dire que euh, composer avec l'urgence qui nous est présentée, j'allais dire imposée, mais qui nous est présentée, sans forcément tout différer, reculer, on n'est pas non plus obligé de se greffer un gyrophare sur la tête. Donc, il y a une chronologie, il y a quand même une centration sur la personne au bout d'un moment, sauf qu'à un moment donné, il y a des approches, je parlais des personnes qui ont des troubles cognitifs, qui ont des syndromes frontaux, à un moment donné, la régulation, elle va passer aussi avec des entourages. Donc, bien entendu, ils ont toute leur place. S'il faut pouvoir les intégrer, il faut en avoir les moyens faut essayer de le faire avant que ce soit la crise, mais je dis c'est facile de mettre il faut bout à bout. Puis ensuite, c'est comme dans n'importe quelle autre situation. Un trouble du comportement sur, je ne sais pas quoi, un syndrome confusionnel, un malade d'Alzheimer ou d'autres choses à domicile, vous allez aussi interagir avec les entourages et travailler avec eux. Donc, l'idée, c'est toujours se donner les moyens d'intégrer tout le monde dans l'offre de soins, tout en laissant chacun à sa place. Parallèle qui n'en est pas un, mais que je m'autorise, c'est pas parce qu'on est vieux que forcément, ou très vieux, que forcément il doit toujours y avoir un enfant ou un parent qui accompagne.
Même avec des échanges parfois limités avec des patients confus, moi je maintiens qu'il y a des temps de rencontre qui se font sans des tiers, et puis des temps avec les tiers. Même chose avec les enfants, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a des limites à mon parallèle. Toutes les consultations de pédiatrie ne se font pas avec les parents dans la pièce. Et parfois, il y a besoin aussi de le faire avec. Je prends avec vraiment des pincettes parce que le parallèle et la déconstruction de la gériatrie comme parallèle inverse à la pédiatrie, c'est peut-être le pire des exemples. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, c'est pas parce que les entourages ont de plus en plus de place, parce que les personnes ont besoin d'aide, qu'ils doivent être forcément à tous les endroits. Mais inversement, ils ne doivent pas forcément être exclus en leur disant c'est secret. Enfin, vous connaissez un peu le discours médical extrême en disant c'est le colloque singulier du médecin et du malade et tout le reste, les entourages sont exclus. Je ne sais pas Donc, si j'ai bien répondu. ça me semblait clair et ça englobait, la réponse englobait toutes les deux questions. Je fais la transition, on parlait d'entourage. Pour parler un peu du milieu de vie, je vais faire la fusion de deux questions. Il y avait une première question qui était comment gère-t-on les addictions dans le cadre d'une entrée en EHPAD? Et une seconde qui demandait si l'accompagnement d'une personne qui réside chez elle ou qui va résider en EHPAD doit différer. Alors oui, j'ai survolé très vite. Forcément, l'offre d'accompagnement et de soins sera différente en fonction du lieu de vie. Mais déjà, l'apparence va pas être la même. C'est-à-dire qu'à domicile, et ça, c'est ce qu'on lisait il y a quelques décennies, les troubles addictifs peuvent passer inaperçus parce que c'était un Suisse dans les années 80 qui écrivait ça, ça dérange moins, ça saute moins aux yeux. Un exemple d'une dame qui vit dans une ferme un peu reculée. Les contacts qu'elle a, c'est un de ses enfants et de famille qui passe une fois par semaine. Donc effectivement, ça apparaît moins. Dans un EHPAD avec des interactions quotidiennes avec les autres résidents la présentation sera forcément différente. À l'entrée en EHPAD, ben, c'est bien là que se pose une vraie question. C'est-à-dire, comment se situe l'entrée en EHPAD par rapport à la conduite addictive? C'est pas de la provocation, je présente de manière générique. Première idée, il y a des entrées en EHPAD qui sont proposées pour tenter de gérer ou de faire disparaître un trouble addictif qui est incontrôlable à domicile. Au pire, c'est dissimulé dans le dossier d'admission parce qu'on sait qu'en gros, c'est pas très vendeur pour un établissement. Et vous avez des établissements qui ont dans leur règlement intérieur les addictions sont interdites. Je caricature, mais à ce point-là, ça devient un peu... Voilà. Bon, bref. L'autre idée, et ça c'est un débat qu'il y a eu à un moment donné, est-ce qu'il y a plus de conduite addictive incontrôlée à domicile qui justifie des entrées en EHPAD que de conduite addictive qui se réactive une fois que les gens sont en EHPAD et ont des conditions de vie qui font que réapparaissent des troubles addictifs qui n'apparaissaient pas auparavant. C'est un débat sans fond, enfin sans fin. Je ne saurais pas y répondre. C'est pas parce qu'on est rentré en EHPAD qu'il faut se dire que on n'est plus exposé aux consommations de substances, plus exposé à développer des conduites addictives, alcool, tabac, autre chose, ou je sais pas quoi. Il y a quelques sujets anecdotiques de personnes âgées qui ont commencé le cannabis en rentrant en EHPAD, dans des EHPAD particuliers, voilà. L'autre idée, c'est effectivement, une fois que le résident est là, dans son nouveau lieu de vie, que je dis souvent, mais peut-être pas tout le temps, mais parfois, la notion d'antécédent addictif ou de trouble addictif a un tout petit peu été oubliée d'être présentée dans le dossier d'admission. C'est-à-dire qu'on le découvre, et ben voilà, ben, il n'y a plus qu'à évaluer, voir l'ancienneté, voir les modalités d'intervention, voir ce qui relève du médical, voir ce qui a été amélioré ou aggravé par l'entrée en institution, voir... vous allez dire que c'est une pirouette, mais je vais quand même me l'autoriser en disant que malgré tout, chaque situation est individuelle. J'aurais beaucoup de mal à vous dire il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Chaque parcours de vie est particulier, chaque situation est très, ouais, très différente l'une de l'autre.
Si je peux avoir encore une seconde sur un point qu'on n'a pas abordé, qui est un vieux point des addictions du sujet âgé, j'ai fait le choix de ne pas l'aborder. Je ne sais plus si j'avais mis sur une diapo. On essayait de distinguer historiquement on parlait d'alcoolisme, puis après d'addiction et tout ce qu'on voudra, à début précoce ou tardif, c'est-à-dire des troubles qui auraient vécu et qui auraient évolué tout le long de la vie de la personne et qui l'auraient pas fait mourir avant d'entrer dans la vieillesse, et des troubles qui apparaîtraient une fois qu'on est vieux. Et ça, c'est une espèce d'opposition binaire qui tombe, qui au bout d'un moment ne tient plus, parce qu'il y a des parcours de vie où il y a des conduites addictives qui s'expriment à certains moments, qui se mettent en sommeil à d'autres moments, voire même qui se réactivent dans la vieillesse. Et d'exemples de conduite addictive, je pense à alcool et pas que alcool, qui se sont réactivés dans la vieillesse sur des difficultés de l'usager, du patient, mais aussi dans l'accompagnement d'un proche malade. Les conjoints de malades Alzheimer, d'aidants principaux qui s'épuisent dans leur accompagnement, qui à un moment donné vont réactiver des consommations de substances qu'ils avaient pu expérimenter ou connaître bien avant, mais qui s'étaient régulées ou qui étaient sevrées depuis longtemps, mais pas uniquement, et qui se voient réapparaître, ça existe aussi. Donc tout ça pour dire que les conditions peuvent être multiples. L'entrée en EHPAD peut être une condition, un moment qui n'est pas toujours simple. Alors, c'est pas une catastrophe, c'est rarement un choix vécu comme une, j'allais dire, une victoire que de rentrer en EHPAD. C'est à un moment donné, c'est une réalité qui fait que c'est nécessaire. Pour certaines personnes, ça peut être un facteur de réactivation aussi de conduite addictive. Donc tout ça pour dire à la question comment on fait une prise en charge quand on découvre l'addiction une fois qu'on est rentré en EHPAD, ben, faut essayer, j'allais dire, un peu de dépatouiller. Est-ce que c'est un raté ou est-ce que ça a été un peu volontairement dissimulé pour que ça n'apparaisse pas en espérant que les suivants fassent mieux que les précédents qui n'ont plus en charge de s'occuper de la personne? Ou alors est-ce que c'est le parcours et les conséquences de l'entrée en EHPAD? Je maintiens que c'est quand même pas un moment neutre dans le parcours de vie qui vont faire réactiver et comment on peut accompagner ça, comment on peut y répondre. Je suis bien conscient de voir des réponses un peu limitées, mais j'essaie de vous donner des pistes, mais pas forcément tout. C'est quand même assez complet. Je vais continuer avec une question du chat. Je crois qu'il aborde des notions de problèmes psychiatriques, qui demande, est-ce que la consommation de produits n'est pas liée à un mal-être plus profond, à une dépression, à une réalité que la personne âgée cherche à fuir? Comment aborder la question sous-jacente à la consommation face à une personne qui est dans le déni massif de sa situation? Donc, c'est la notion d'insight, là, peut-être. Alors, si je peux répondre, je la lisais, je l'ai vu dans le chat, cette question. Ouais. Je m'autoriserai à répondre, mais je suis facile puisque c'est moi qui cause. C'est un peu bon. Alors, je m'autorise quand même à répondre en deux temps. C'est la question de la poule et de l'œuf. Mais c'est la question de toute la dictologie. Est-ce que la dictologie, est-ce que la consommation de substances, est-ce que la pratique potentiellement addictive, est-ce que le développement de l'addiction ne fait que répondre à une souffrance primaire qui voudrait dire qu'il suffit d'identifier, voir le traumatisme initial, et on peut aller très loin comme ça, d'aller chercher je ne sais pas quel élément, et puis une fois qu'on l'a identifié, hop, l'addiction disparaîtrait par miracle. Caricature, et je ne veux pas choquer la personne qui a posé la question, c'est un peu la négation de la dictologie. Et par définition, la dictologie, c'est qu'autre chose que la simple réponse autothérapeutique. Mais c'est le terme qui était utilisé pareil dans les années 80, notamment autour de l'alcool, qui considérait que les pratiques d'alcoolisme, de surconsommation, étaient entre guillemets des tentative autothérapeutique de patients qui n'arrivaient pas à se soulager autrement. Maintenant, en psychopathologie et troubles addictifs, alors pour le coup, il y a toute une littérature dessus, tous âges confondus, un peu moins chez le sujet âgé, mais quand même, il y avait eu quelques chapitres, dont un que j'avais fait à un moment donné. Alors là, on va rentrer dans des querelles d'experts ou de référentiels en psychiatrie ou en psychopathologie ou en psychologie. Est-ce qu'on parle de comorbidité?
D'aucuns vont s'énerver en disant que c'est pas possible, s'il n'y a pas de coïncidence dans la vie. De pathologie duelle, c'est un peu le terme qui est utilisé entre santé mentale enfin, troubles psychiques et troubles addictifs. Est-ce qu'on parle de causalité réciproque? Parce qu'une des questions qui se pose, c'est de se dire, oui, la souffrance peut amener à une surconsommation et développer la souffrance psychique d'une pathologie, d'un trouble de l'humeur ou d'autre chose peut amener à une surconsommation, mais on peut aussi utiliser l'inverse, parce qu'on sait très bien comment les patients en situation de surconsommation, d'addiction et de souffrance addictive vont développer une souffrance psychique, une psychopathologie plus ou moins spécifique, avec des troubles de l'humeur, avec des troubles variés. Et puis dans cette espèce de recherche de causalité réciproque de la poule et de l'œuf, qui sait qui était là avant, après, si j'utilise cet exemple, c'est qu'on sait qu'on n'y répond jamais. C'est qu'à un moment donné, il y a aussi une hypothèse de se dire que c'est pas l'un qui induit l'autre, ni l'autre qui induit le premier. Ça peut être deux modalités d'expression d'une problématique sous-jacente. Et alors là, cette problématique, on commence à rentrer sur des hypothèses. Donc, ce que j'ai pas développé tout à l'heure, mais ce que j'avais à peine abordé au début, mais vous me donnez l'occasion de le réévoquer. Alors là, pour le coup, on va sur vraiment des hypothèses. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est écrit comme ça dans le marbre ou dans ce que vous voudrez, je dis que ce sont des hypothèses. À travers le vieillissement psychique et le travail psychologique dur, lourd, du vieillir, ce qu'on appelle ce travail du vieillir, il y a toute une littérature là-dessus, il y a plusieurs modalités, compromis, aléas, qui vont se faire de, j'allais dire, trois manières, puis on peut en trouver des autres. Une première manière, c'est l'insupportable confrontation à la mort. Je vous mettais Jean Maisondieu tout à l'heure. On peut reprendre les premiers écrits de Jean Maisondieu sur le crépuscule de la raison pour les vieux qui ont lu des trucs comme ça, ou comment l'insupportable confrontation à la fin de la vie et la mort amène à faire des compromis cognitifs, c'est-à-dire comment on se retire de sa scène psychique par des symptômes et des troubles cognitifs. C'est-à-dire c'est toute une approche psychodynamique des démences, comme on les nommait à l'époque, qu'on n'appellera plus comme ça aujourd'hui. L'autre idée, et ce que vous évoquez, c'est comment ça peut être, dans ces difficultés, s'exprimer à travers des troubles de l'humeur, anxiété et dépression. Et la notion des troubles dépressifs du sujet âgé, qui est quand même une notion très compliquée, avec une présentation souvent atypique, avec la question particulière, je le redis, du suicide et des crises suicidaires du sujet âgé, où je rappelle, si vous le savez, vous le savez probablement, mais sinon je le redis quand même, la différence du, entre guillemets, sujet jeune, c'est que la proportion tentative de suicide et suicide avéré, on ne dit pas réussi, mais malheureusement décès par suicide, tend vers un, plus on avance dans la vie. En gros, il y a une tentative de suicide pour un mort par suicide chez les personnes âgées, alors que le rapport est de sur 1 sur 10 ou 1 sur 20 dans les décades, les premières décades de l'âge adulte. Donc là aussi, il y a toute une question. Et ma troisième modalité en disant on peut se retirer cognitivement, on peut avoir des aléas, des compromis ou des manifestations de l'ordre dysthymique et de troubles de l'humeur. La troisième, c'est qu'on peut avoir des aménagements addictifs. Et à ce moment-là, je rejoins ce qui est dit comme éventuelle hypothèse, mais certainement pas comme relation de causalité linéaire, cause-conséquence, j'arrête la souffrance et l'addiction disparaît, mais que l'addiction peut être envisagée. C'est un moyen de penser ces situations comme un, je dis bien, ce compromis. C'est comme ça que ça a été théorisé un certain nombre de fois. Faute de mieux, faute d'autres voies d'apaisement, une des modalités d'apaisement de souffrance psychique, si c'est pas de se retirer cognitivement, si c'est pas de se déprimer, ça peut être de développer ou de présenter une apparence addictive avec tel ou tel produit, et parfois des produits qui ont quand même des effets psychoactifs qui correspondent aux attendus. Donc oui, la relation existe. La deuxième partie de la question que j'ai pas oubliée, c'est la question du déni. On pourrait y partir pour 1 heure, parce que c'est une question que j'aime bien, mais on ne l'aura pas. Euh,
c'est compliqué la question du déni parce que on met en avant le déni comme, j'allais dire, symptôme de la maladie alcoolique. C'est comme ça qu'on l'appelait il y a 20 ans. L'alcoolique qui reconnaît son trouble, c'est pas un vrai alcoolique. Donc, ce mécanisme défensif, c'est comme ça que c'en est un, enfin que ça se nomme, que peut être la négation, et je vais vous expliquer pourquoi je parle de négation, est mis en avant comme protection. Alors, deux idées. S'il y a protection, il y a quelque chose qui est vécu comme délétère ou comme nécessité de se protéger et d'éviter quelque chose, de la relation, d'une difficulté d'approche. Donc, si la négation apparaît dans la relation de soins, c'est que peut-être du côté du soignant, il y a quelque chose à repenser de l'approche, à différer, à faire autrement, à faire je ne sais pas comment. La deuxième question, et vous l'évoquez, la négation et le déni. Et si on veut continuer à aller plus loin, euh, on va essayer de dire qu'on va parler plus de dénégation que de déni, puisque si on veut être précis, la notion de déni se rattache à d'autres situations pathologiques, même si c'est le terme courant en alcoolologie et addictologie, c'est plutôt une dénégation, si on veut aller de manière un peu plus précise. Mais dans la dénégation, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la personne vous dit non tout en sachant que c'est oui, mais parce qu'il n'arrive pas à il ou elle vous dire non. Et que ce mécanisme de négation, ça peut aussi bien être un mécanisme du patient à qui on dit, t'as vu, tu bois trop, il dit non, non, que le mécanisme du soignant à qui on dit, t'as vu, t'as des malades alcooliques qui vont pas bien, et qui dit non, non, je les ai pas vus. Ce que je veux dire par là, c'est que la négation, elle concerne beaucoup de monde. Et que parfois, on a un peu facile, alors ne dites pas que je suis en train de faire que de taper sur les soignants, mais on a un peu facile de dire que c'est ces entre guillemets méchants alcooliques qui n'ont pas de parole, pas de foi, la mauvaise foi sans eux de l'alcoolique comme c'était théorisé, mais on prend l'alcool, mais ça marche avec. Et qu'on ne peut pas croire ce qu'ils nous disent tellement ils nous mentent, ils nient la vérité qui est une évidence. Eh bien non, le déni, c'est pas forcément ça. La négation, la dénégation, c'est aussi un mécanisme et c'est un signal qui nous fait dire que quelque part dans la relation, on n'est peut-être pas optimal et que probablement il faut ajuster autrement et qu'effectivement la négation, elle peut être du côté de la personne comme elle peut être de bien d'autres côtés. Un collègue, et je finirai là-dessus, avait fait une thèse de médecine il y a une vingtaine d'années pour demander la prévalence des troubles de l'usage d'alcool, de l'alcoolisme à l'époque, chez des médecins généralistes. Et ça a été refait plein de fois depuis, notamment dans le Bordelais il y a quelques années. Euh, alors que la population ne varie pas de manière majeure au fil des cantons, alors que les médecins, effectivement, ont des patientèles qui leur ressemblent un peu, mais quand même, les chiffres de fréquence allaient de 0 à 30%. Comment on peut imaginer qu'au vu de la prévalence des problèmes d'alcool dans la population générale, certains professionnels n'en voient jamais? Et quelque part, il y a un système d'occultation, de négation, d'évitement. Donc là, on est dans des mécanismes de défense. Et c'est pour ça que la question du déni, elle est, il faut m'arrêter là-dessus parce que sinon j'y serai encore demain. Elle est bien, mais il faut faire attention parce que ça devient presque le porte-étendard qu'on sort à chaque fois qu'on va parler de troubles de l'usage de substances ou d'alcool. Alors, comme on a fini avec le déni, je continue. Euh, une question sur le parcours du patient. Je crois que vous l'abordiez déjà un petit peu au début de votre présentation quand vous présentiez les publicités à la consommation. La question, c'est les consommations de substances sont-elles les plus souvent récentes ou liées à une continuité d'une consommation de jeunesse? Va-t-on aussi émerger une incitation transgénérationnelle, c'est-à-dire des enfants ou des petits-enfants qui proposent des consommations ludiques, autothérapeutiques à leurs parents ou grands-parents? Le transgénérationnel, j'aurais peut-être tendance à dire qu'on l'évoque souvent dans l'autre sens. C'est plus ces vieux qui expliquent aux jeunes, sans forcément le faire de manière ostentatoire,
qui, par leur comportement de consommation, montrent aux générations suivantes comment il est possible de le faire. Pas de côté, l'ex-fumeur que je suis a commencé à fumer avec les paquets de cigarettes de mes parents. On va pas inventer autrement. Et il me disait pas fume, il me disait fume pas, mais il laissait les paquets de cigarettes sur la table. Qu'est-ce que vous voulez qu'un ado fasse quand il voit des paquets de cigarettes toute la journée sur la table? Un jour, il essaie de voir ce que c'est. Bon, j'ai eu ma période de dépendance, j'ai arrêté le tabac, c'est autre chose. Donc, première idée, c'est de se dire dans quel sens ça va, même si c'est pas, j'allais dire, une incitation volontaire, une proposition. La deuxième idée, je pense, c'est un travail qui avait été fait sur les premières consommations de substances psychoactives des adolescents et jeunes adultes, enfin adolescents et ouais, lycéens. Ça date un peu, mais quand même, on disait que l'alcool était à peu près justement réparti. Le cannabis arrivait peut-être un peu plus chez les garçons que chez les filles, comme le tabac, mais que les somnifères et les tranquillisants arrivaient surtout chez les filles, y compris en période d'études, d'examen et de tout ça. Et que comment est-ce que des 16-18 ans arrivaient à se trouver des comprimés de somnifères ou de ce qu'on voudra, Lexomil, Xanax, enfin n'importe lequel, eh ben, en gros, c'est sur la table de nuit des parents, pas trop, des grands-parents, beaucoup. Et de se dire que là, l'exemple, il n'était même pas un exemple transgénérationnel, c'est de se dire que le premier lieu d'approvisionnement sans prescription de médicaments psychoactifs, et je ne sais pas où on en est aujourd'hui avec les antalgiques et les opioïdes, hein. À l'époque, on parlait que des tranquillisants, des benzos et des somnifères. Ben, c'était l'armoire à pharmacie de la grand-mère ou de la grande-tata. Donc c'est pour ça que cette idée du transgénérationnel, oui, il peut exister. Est-ce qu'il remonte le courant? C'est une hypothèse, mais qui mériterait d'être creusée. Moi, j'ai rarement vu exposer. Ce que je plus repérer, c'est quand même dans l'autre sens, parce que pour le coup, c'est cette banalisation, incitation de consommation, normalisation de consommation qui se transmet. Et là encore, il n'y a pas besoin de parole pour le montrer. C'est le constat quotidien qui peut être fait. Il y avait une autre partie dans la question que j'ai dû oublier. C'était sur est-ce que la consommation, elle commence, alors je me souviens plus la tournure Oui, exacte, mais est-ce qu'elle commence dans la jeunesse? Est-ce qu'elle c'est ce que commence... j'essayais de dire sur ce que les Anglais appelaient early and late onset, les débuts précoces ou tardifs. Ça, c'est un vieux débat. On disait qu'on ne commence presque jamais tardivement des consommations de substances. En fin de compte, au début, enfin, il y a 25 ans, on disait c'est 5%. Il y a quelques années, on disait c'est 30 ou 40%. Bref, quand on a autant de variations de chiffres, c'est que personne ne sait, et surtout qu'on n'a pas les études. Je vous ai parlé des limites d'âge dans les études populationnelles qu'il y a. Euh, et surtout, et là, je pense aux équipes de Limoges qui ont travaillé là-dessus, et notamment à penser ce que j'essayais de dire, c'est qu'un parcours de vie avec des pratiques addictives, c'est rarement, j'allais dire, monolithique. C'est pas oui, non. C'est pas oui, et puis toute la vie avec, et non. Il y a des périodes avec, des périodes de rémission, des périodes de moindre consommation, même si tout le monde vante le sevrage et l'abstinence et l'abstention de consommation, mais il y a des patients qui s'équilibrent très bien avec des consommations contrôlées pendant un certain temps, puis des réactivations, ce qui revient à dire qu'on est sur des parcours, j'allais dire, plus qu'individualisés. Et qu'à ce niveau-là, cette distinction précoce-tardif, c'est une des rares catégorisations qu'on a gardées. Est-ce qu'on a besoin de mettre des gens dans des cases? Euh, je continue. J'ai une question sur l'accompagnement. Je pense que c'est une question d'un professionnel qui dit répondre à des professionnels de santé qui ne souhaitent pas embêter le patient avec ça, avec leur consommation. Il y a un moment où ça a coupé, je suis désolé. Alors, je recommence. Quoi répondre à des professionnels de santé qui disent ne pas souhaiter embêter le patient avec ça, avec leur Voilà. consommation? Mais c'est la question du dernier plaisir. C'est de se dire le sujet, qu'est-ce qui fait que nous, professionnels, on intervient. Mais j'insiste que le professionnel,
il n'est pas que docteur, infirmière, aide-soignante, il est assistant social, travailleur social, auxiliaire de vie, porteur de repas. Enfin, c'est l'ensemble des intervenants dans un cadre professionnel. Il n'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien de consommer. C'est pour ça qu'à un moment, je disais qu'il n'y a pas de substances qui sont plutôt à exclure par rapport à l'âge. C'est de voir les conséquences et la souffrance induite. Donc à ce moment-là, quand on a ce type de réaction, il ne faut pas aller les embêter avec ça. Ça veut dire qu'on est dans cette représentation de considérer la consommation comme le dernier plaisir de l'existence, c'est-à-dire le mort en sursis, euh, laissez-le boire, celui qui va mourir, c'est la phrase que je citais tout à l'heure, c'est tout ce référentiel. Alors, on adoucit un peu dans le propos avec le professionnel qu'on rencontre. On n'est peut-être pas obligé d'être aussi cru que je le suis en ce moment, mais s'il y a cette idée de se dire Euh, enfin, ouais. Bref, je me suis perdu avec deux idées en même temps. Je- oui, je me suis perdu, pardon. Ok. Donc, en gros, sur le fait d'aborder ou de ne pas embêter le patient, Oui, mais c'est la question du dernier plaisir, de se c'est dire, ça. est-ce que c'est vraiment que son plaisir? Mais ça, il n'y a que la personne qui peut en parler. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nouer un dialogue neutre. Alors, on n'a pas dit dans des conditions acceptables. C'est pas avec trois résidents autour qui sont en train de taper le carton. C'est pas avec 12 soignants ou c'est pas. J'ai rien contre les stagiaires, mais quand on a des premiers entretiens délicats avec des réticences, des réserves, il faut qu'on puisse faire alliance, avoir ces premiers temps d'échange, pouvoir se trouver les conditions idéales pour un échange et qu'on parle à la personne d'elle-même, pas de ce qu'on voit d'elle-même, mais de ce qu'on présuppose. Et je reviens à Osterman et l'avance de la parole, mais plein d'autres choses. Ensuite, on peut entendre, faut pas l'embêter, pas celui-là. Celui-là, tu n'iras pas le voir. Et moi, d'expérience aussi, des collègues à l'hôpital me disaient, celui-là, tu le verras pas, mais tu vas me dire comment il faut que je soigne. Je me suis dit, pourquoi je ne le verrai pas? Ah ben parce que c'est le cousin du beau-frère de machin que je connais et qu'il ne faut pas qu'on le maltraite en lui montrant un addictologue. On va essayer de faire soft, mais tu me dis, comme ça, c'est moi qui fais. Cette idée de protection, est-ce qu'on protège quelqu'un en lui évitant d'amoindrir sa souffrance ou d'accéder à des soins? Et c'est ça, c'est peut-être différentes frontalités de l'approche qui va de la question directe à introduire de la réduction des risques, juste à aborder le craving plutôt que les raisons de la consommation, ce genre de choses, je pense. Ouais. Et je pense qu'il ne reste plus beaucoup de questions. On voit Il y une en avait dernière. une dans le chat qui me paraissait bien. Ah oui, allez-y. Ah oui, une consommation par ennui pour occuper le temps. Je l'avais pas vu. Merci de m'aider pour mon travail. Non, mais merci à celui qui l'a posé, parce que c'est effectivement quelque chose qu'on connaît en addictologie, c'est-à-dire que euh, les temps pris par les consommations et les temps de récupération, enfin de préparation et surtout de récupération, ça renvoie aux critères de Goodman, à ceux qui l'ont en tête, de récupération des effets de consommation deviennent de plus en plus grands. Et le jour où la personne ne consomme plus, mais ça c'est indépendant de l'âge, il va y avoir des grands moments de vide dans la journée et des grands moments où les gens sont devant rien. Pas forcément le manque de substance, mais ça peut être interprété et finir par être traduit comme ça, mais devant un espèce de vide où ils n'ont plus rien à faire, ils savent plus comment faire. Et la grande question, c'est de se dire comment reprendre et réoccuper le temps. Inversement, des personnes âgées, très âgées, qui au fil du temps, au fil de la journée, ont perdu des liens, des investissements, des connaissances, discours de ceux qui bossent en géronto, qui ont sûrement entendu aussi. Euh, j'ai perdu la génération des parents. La plupart des copains et des familles de ma génération sont morts. Et puis quand la génération d'après commence à avoir à peu près disparu, chez les 90-95 ans, ça commence à arriver. Vous avez des gens qui, alors déjà avec la charge de ces pertes, mais en même temps qui ont de moins en moins d'investissements,
de connaissances, d'activités. Et moi, je pense à ce patient qui, étiqueté malade alcoolique, expliquait qu'en gros, ses journées faites de pas grand-chose dans une ville où il connaissait pas grand monde, bon an, mal an, entre 9 et 10, il se réveillait à 7-8 heures, il faisait deux, trois trucs dans la maison, il déjeunait, entre 9 et 10, il avait à peu près bouclé ce qu'il avait fait, il avait été à s'acheter un truc à manger pour midi, et puis à partir de 10 heures, il n'y avait plus rien devant lui. Alors, plus rien devant lui, eh ben, il consommait. Sauf que lui, il était jusqu'à cette idée d'occuper le temps et d'effacer le temps, parce que cette idée d'effacement du temps qui passe, c'est quand même une idée qui vaut la peine d'être creusée. On pense parfois que celui qui a une conduite addictive se confronte à la mort, cherche la mort. On reprend les références d'Ordali, enfin, recherche de sensations. Mais parfois, c'est aussi pour ne rien sentir. Le binge drinking, les modalités de sédation massive et immédiate pour ne rien sentir et ressortir après. Alors ça, c'est la résurgence et le résurrectionnel, c'est encore autre chose. Mais tout ça pour dire que ce patient qui à 10 heures avait à peu près fini, prenait un peu d'alcool, mais surtout il prenait un somnifère à 10 heures du matin. Parce que là, avec ça, il remplissait sa journée avec du sommeil. Sauf qu'il ne pouvait pas dormir jour et nuit tellement il n'avait rien à faire. Donc en gros, les nuits, il ne dormait pas, il n'allait pas bien. Les jours, il prenait un somnifère à 10 heures du matin et il vidait sa prescription du mois en 15 jours, mais sauf qu'à 3 heures de l'après-midi, entre le un peu d'alcool, la nuit pas dormie et le somnifère pris, il tenait pas debout et il tombait. Et clairement, lui était dans cette idée de s'occuper d'ennui, mais surtout d'effacer cette notion de temps qui passe. Et si on creuse un peu, moi je me permets d'évoquer le fait que ces personnes n'ont pas d'idéation suicidaire, ne sont pas dans un équivalent suicidaire. Il n'y a pas de pensée de mort, de fin de leur vie. Ils veulent juste rien sentir ou passer le temps. Et effectivement, parfois, la consommation peut arriver, et pas toujours avec les produits auxquels on pense en premier. C'est pour ça que dans le traitement de l'addiction, on évoque la notion de retrouver d'autres sources de gratification pour, euh, pour justement pomper un peu ces problématiques-là. Et puis qu'en réhabilitation, on passe beaucoup de temps à permettre aux personnes de réinvestir des activités, des échanges, c'est-à-dire de remplir cette absence et ce temps vide qui n'est plus consacré à récupérer des consommations qu'il y a pu y avoir, par autre chose, plutôt que les laisser en disant, ben maintenant, tu consommes plus, c'est clean, mais débrouille-toi et vas-y. Plus souvent, ça les met plus en difficulté qu'autre chose. Donc la question de l'ennui, c'est une vraie grosse question. Et là aussi, on est dans le domaine des hypothèses, mais comment ces personnes âgées qui arrivent à multiplier des consommations, des pratiques qui nous semblent dangereuses, délétères pour elles-mêmes, ça, on est dans je dis, là encore, c'est marécageux où je vous emmène, mais j'ai pas d'étayage et de franche littérature là-dessus. Ils sont pas en train d'essayer de mourir. L'alcool tue lentement, merci, j'ai le temps. Vous avez déjà entendu les plaisanteries qu'il y a là-dessus et tout ce qu'on voit. Il n'y a pas cette attente de fin de vie, mais il y a cette attente, même pas de soulagement, d'effacer le temps qui passe, donc de répondre à l'ennui et de remplir le temps ou de ne plus percevoir le temps qui est là. Et là, quand on en est là, il y a un peu de boulot, hein. Il y a du boulot. Ah oui, Bon, je pense qu'on va conclure là-dessus les 16 heures. Je vous ai parlé de la question sur les vitros en EHPAD. J'incite les personnes qui sont encore là à vous lire pour avoir la réponse à ce sujet. c'est gentil. Mais je peux répondre aussi. Moi, c'est ni du prohibitionnisme ni du prosélytisme. Il y a eu une question qui s'est posée, un débat engagé auquel je n'ai pas souhaité participer. J'avais fait deux publications qui sont des points de vue. Après, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre présentation et pour la réponse à toutes aux nombreuses questions. Avant de conclure, je rappelle que le prochain webinaire sera le 4 avril
et traitera des conduites addictives et de la santé au travail, qui est de prévention. Ce sera animé, présenté par le docteur Benoît Fleury et le docteur Corinne Dan. Je remercie tous les participants et je souhaite une bonne fin de journée à tout le monde.